Hier, nous avons effectué, sans compter le petit désagrément, l'intro et la conclue, on a fait la moitié du livre audio, ce qui correspond à un peu plus de la moitié du livre, mais bon. Donc aujourd'hui, jusqu'à la fin, nous allons faire la seconde partie de Bullet Train de Katoro Isaka, je le dis à chaque fois. Et bien aujourd'hui, nous allons lire quasiment autant de pages que le 12 mai. On en avait lu 59, là on va lire 58. Mais c'est la dernière fois qu'on va en faire beaucoup parce qu'après on a un 48, 40, 35, 35. Donc après aujourd'hui, les vidéos vont être un petit peu plus courtes. Donc au lieu d'une grosse, grosse heure et demie, plus 1h20, peut-être même 1h15. Donc voilà. Aujourd'hui, nous allons donc lire de 262 à 319, ce qui correspond à Kimura 5, les agrumes 8, Coccinelle 8, le prince 5 et les agrumes 9. Sans plus attendre, c'est parti. Kimura 5. Le prince sort par la porte arrière de la voiture en faisant rouler la valise derrière lui. Kimura se penche vers la fenêtre et regarde l'extérieur, conscient de la vitesse vertigineuse à laquelle le train se déplace. Chaque bâtiment ou parcelle de terrain sur lequel il se concentre disparaît en un instant. Ses mains et ses cheveux entravés l'empêchent de trouver une position confortable. Puis le Shinkansen entre dans un tunnel. Une réverbération rugissante l'enveloppe et fait trembler les vitres. Une question lui trotte dans la tête. Y a-t-il de la lumière de l'autre côté? Il lui vient à l'esprit que pour Wataru, allongé dans sa chambre d'hôpital, tout est aussi noir, sombre et incertain que dans ce tunnel. Cette pensée lui donne mal au cœur. Il se demande où le prince est allé déposer la valise. J'espère qu'il tombera sur ses propriétaires. Cette idée le fait sourire. Il imagine de sales types coincant de gamins. Qu'est-ce que tu fais avec notre valise, petite merde? Kimura espère espère qu'ils le travailleront au corps. Mais aussitôt, il se souvient que si quelque chose de fâcheux arrive au prince, Wataru sera à son tour en danger. Mais est-ce la vérité? Est-ce que quelqu'un attend réellement le feu vert de cette saleté à l'hôpital? Il commence à se poser des questions. Et s'il s'agissait d'un simple bluff? Le prince invente peut-être cette histoire pour l'intimider, se moquant de lui en cet instant même. C'est possible, mais comment en être sûr? Tant qu'il y a une infime chance que ce soit vrai, il doit garder le prince en vie. Rien que d'y penser, ça le rend foudrage. Et l'envie le prend de frapper de ses mains attachées tout ce qu'il voit. Cela lui demande un effort considérable pour calmer sa respiration irrégulière. Je n'aurais jamais dû laisser Wataru seul. Les regrets l'envahissent. Kimura n'avait quasiment pas quitté l'hôpital au cours du mois et demi qui s'est écoulé depuis que Wataru est tombé dans le coma. Son petit garçon ne réagissait pas. Kimura n'avait donc aucun moyen de l'encourager à s'en sortir. Mais il avait fait de son mieux, changé ses vêtements, modifié sa position sur le lit, tout ça. Et comme il est impossible de bien dormir à l'hôpital, sa fatigue s'est accumulée. D'autres patients, des petits garçons et des petites filles, étaient également hospitalisés dans la chambre, qui pouvaient en accueillir jusqu'à 6. Leurs parents restaient là aussi, comme lui. Personne n'a tenté de lui faire la conversation tant qu'il se montrait bourru et maussade, assis au chevet de Wataru, marmonnant pour lui-même et son fils des propos intelligibles. Toutefois, les gens n'avaient pas non plus manifesté une volonté de garder leur distance. Conscient qu'ils traversaient tous une terrible épreuve, ils lui lançaient des regards compatissants. D'une certaine manière, ils menaient tous le même combat. Jusqu'alors, ceux qui avaient croisé la route de Kimura avaient été soit des ennemis, soit des gens qu'il méprisait. C'est pourquoi au début, il n'avait pas su comment se comporter vis-à-vis de ses parents, mais il avait fini par les considérer comme des membres de son équipe, des alliés. La veille, après avoir informé les infirmières de son absence, Kimura avait prié les parents des enfants de la chambre de Wataru de le prévenir s'il se passait quoi que ce soit. S'il était persuadé que le personnel hospitalier se chargerait des besoins essentiels de Wataru, il voulait être absolument certain qu'il ne manque de rien. Demain, je dois partir toute la journée pour le travail. Alors s'il arrive quelque chose à Wataru, est-ce que vous pouvez m'appeler? Son ton poli ne lui a pas paru naturel. Il n'avait pas voulu parler de son départ à ses propres parents. Il lui aurait sans doute fait la leçon. Comment peux-tu abandonner Wataru? À quoi tu penses? Où vas-tu? Que leur aurait-il répondu? Qu'ils avaient l'intention de venger Wataru en tuant un collégien, ils étaient trop âgés et ne s'en seraient jamais remis. Bien sûr, pas de problème, avaient dit les autres parents de manière affable. C'est la première fois que Kimura ne serait pas de garde au chevet de son fils.
Les autres parents ignoraient de quelle manière il gagnait sa vie et avaient fait toutes sortes de spéculations à ce sujet, se demandant s'il avait pris un congé sabbatique, à moins qu'il ne soit un financier absolument riche, fabuleusement riche, mais dans ce cas, Wataru aurait eu une chambre individuelle. Quoi qu'il en soit, ils avaient été soulagés de l'entendre dire qu'il devait s'absenter pour son travail car c'était une indication que Kimura était un bon citoyen, un membre actif de la société. Il ne fait que dormir depuis 1 mois et demi que je suis là, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème demain. On ne sait jamais, lui avait lancé une mère avec enthousiasme. Il pourrait très bien se réveiller pile le jour où vous partez. Elle n'était pas cynique. Kimura avait même perçu un espoir sincère dans sa voix. Bien sûr, c'est tout à fait possible. Oui, et si votre travail vous empêche de revenir le lendemain, n'hésitez pas à nous appeler. Nous ferons tout ce qui est nécessaire. Je ne serai parti qu'une journée, s'était-il empressé de répondre. Son plan était très simple. Monter à bord du Shinkansen, pointer son arme sur la tête de ce petit bâtard vicieux, appuyer sur la détente, puis retour à l'hôpital. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Il n'aurait jamais deviné que les choses tourneraient si mal. Il observe ses mains et ses pieds liés tout en essayant de se rappeler comment Shigeru, l'ami de son père, a pu se libérer de ses liens. Et là, commence à se souvenir d'une chose que l'on n'a jamais su. Peu importe ce qui se passe dans ce train, Wataru est là-bas, endormi. Il m'attend. Mais soudain, il ne supporte plus d'être assis dans cette voiture. Avant de se rendre compte de ce qu'il fait, il se lève, sans plan précis, seulement avec la certitude de devoir entreprendre quelque chose, et se tortille dans le couloir. Je dois retourner à l'hôpital. Il se dit qu'il devait passer un coup de fil et cherche sa poche, mais ses mains liées lui font perdre l'équilibre et il tombe en avant, sa hanche heurtant la coudoir du siège côté couloir. Une douleur aiguë remonte le long de son flanc et il claque la langue en signe de frustration. Recroquevillé sur lui-même. Quelqu'un s'approche par derrière. Une jeune femme qui semble à la fois ennuyée que Kimura bloque l'allée et déconcertée à l'idée de lui parler. Toussa-t-elle sèchement. Ah, désolé. Kimura se hisse sur le siège côté couloir, puis il a une idée. Excusez-moi, vous pensez que je pourrais utiliser votre téléphone? Elle cligne des yeux décontenancés. Soit décontenancée, déconcertée, perdue en vierge. Il est clair qu'elle le trouve bizarre. Il se penche maladroitement et place ses mains entre ses jambes pour cacher ses liens. Je dois passer un appel urgent et mon portable n'a plus de batterie. Qui voulez-vous appeler? Il hésite. Ses parents viennent de changer d'abonnement et il ne connaît pas leur nouveau numéro. D'ailleurs, il ne connaît aucun numéro par cœur puisqu'ils sont tous enregistrés sur son téléphone. L'hôpital, répond-il en indiquant celui où se trouve Wataru. Mon fils y est. Pardon? Mon fils est en danger, vous comprenez? Je dois absolument appeler l'hôpital. Oh, ok. Quel est le numéro? Se sentant contrainte d'aider Kimura à cause de l'urgence que trahit sa voix, elle sort de son sac son téléphone portable et se rapproche de lui. Puis elle le regarde comme s'il était blessé. Est-ce que ça va? Je ne connais pas le numéro de ce foutu hôpital. Oh, alors je peux... désolé. Et elle bat en retraite précipitamment. Kimura est hors de lui, mais décide de ne pas rattraper la jeune femme. De toute façon, il ne peut pas y coincer. Il manque de lui hurler, d'appeler la police pour lui demander de protéger Wataru, mais ça ne marchera pas non plus. Il ne sait rien de la personne qui reçoit les ordres du prince et ignore s'il s'agit d'un collégien ou d'un membre du personnel médical, voire d'un policier, si improbable que cela puisse être. Mais si le prince découvre que Kimura a tenté de contacter les autorités, on peut facilement imaginer qu'il exercera des représailles. Que faites-vous, monsieur Kimura? Vous allez aux toilettes ou vous préparez quelque chose de louche? Demande le prince en apparaissant soudain devant lui. Aux toilettes. Les pieds et les miens liés, je suis certain que vous pouvez vous retenir un peu plus longtemps. Allez, retournez à votre siège, ordonne le gamin en le poussant vers le milieu de la banquette. Qu'est-ce que tu as fait de la valise? Je l'ai remise en place sur le porte-bagages, là où elle se trouvait initialement. Ça t'a pris du temps. J'ai reçu un coup de fil. De qui? Je l'ai déjà dit. Mon ami se tient à proximité de l'hôpital où se trouve votre fils et m'a appelé comme convenu pour faire le point. Comme il m'avait déjà téléphoné quand on a quitté Omiya, je me suis demandé ce qui se passait. Quand est-ce que tu me donnes le signal? Combien de temps dois-je encore attendre? Allez, laisse-moi le faire dès maintenant. Laisse-moi tuer ce gamin. On dirait qu'il est vraiment impatient de remplir sa mission, mais ne vous en faites pas, je lui ai ordonné de patienter. Toutefois, j'ai le sentiment que si je lui dis que le moment est venu, ou si je ne réponds pas quand il appellera la prochaine fois, il fera du mal à Wataru. Plus que ça, incarne le prince. Le petit Wataru ne fait rien que respirer depuis quelque temps.
Dites-vous qu'il expire du CO2 dans l'atmosphère. Le liquider ne serait pas un péché, non, mais un acte en faveur de l'environnement pour qui nous sommes préoccupés par les problèmes écologiques de notre époque. Le gamin ricane ostensiblement. Il fait tout pour m'énerver, se dit Kimura, contrôlant sa colère. Il choisit ses mots pour me pousser à bout. Il a remarqué que le prince disait parfois votre fils et parfois le petit Wataru, certainement dans le but de faire pression sur lui. Ne laisse pas cette ordure t'atteindre. C'est qui le mec enthousiaste que tu as posté là-bas, au fait? C'est quoi son problème? J'espérais que vous aimeriez bien le savoir, mais pour vous dire la vérité, je ne connais pas grand-chose de lui moi non plus. Je sais simplement qu'il a accepté de faire le travail par appât du gain. Il pourrait porter une blouse blanche et se trouver déjà dans l'hôpital. S'il est habillé comme un membre du personnel et se promène en familier les lieux, je doute qu'on le questionne. Il lui suffira d'agir tout naturellement et personne ne le soupçonnera. Mais vraiment, ne vous inquiétez pas. Pour le moment, tout va bien. Je lui ai ordonné de ne rien faire à votre fils. Restez tranquille, lui ai-je dit. Ne le tuez pas. Encore. Mais ne vous éloignez pas. Ouais, eh bien, fais-moi une faveur et ne laisse pas ton téléphone tomber en panne de jus. Kimura tient ses propos à la légère, mais au fond, il est très sérieux. Il préfère ne pas imaginer ce qui se passera si le laquais du prince tente de l'appeler et tombe sur le répondeur. Il le fixe longuement, comme quelque chose de particulièrement répugnant. C'est quoi ton but dans la vie, en fait? Pourquoi cette question? Je ne sais pas comment y répondre. J'ai du mal à concevoir que tu n'aies pas un objectif quelconque. Le prince sourit, un sourire si insouciant, innocent, que pendant une fraction de seconde, le dégoût de Kimura se voit remplacé par le désir de prendre soin de lui, de le protéger. Vous me donnez trop de crédit. Je ne suis pas aussi sophistiqué que vous le pensez. Je veux juste vivre à fond. Connaître des expériences uniques, c'est ça? On ne vit qu'une fois. Ces propos n'ont pas l'air d'une mise en scène et il est totalement sérieux. Si tu continues comme ça, ta précieuse vie risque de se terminer plus vite que tu le souhaites. Vous avez peut-être raison. Encore là, ce regard d'innocence sans filtre. Mais j'ai le sentiment que vous vous trompez. Kimura aimerait lui demander ce qui le rend si sûr de lui, mais se retient, sachant que la réponse ne sera pas un charabia puéril. Il est évident que le prince possède sur les autres une autorité naturelle, la certitude de pouvoir donner la vie et la mort, et qu'il ne doute pas une seconde de sa supériorité. Un prince de sang royal qui a plus de chance que les autres, car c'est lui qui établit les règles. Eh, monsieur Kimura, vous savez qu'à l'opéra, quand la représentation est terminée, tout le monde applaudit à la fin? Tu es déjà allé au concert? Bien sûr. Puis les spectateurs n'applaudissent pas en même temps. Une poignée de gens claquent des mains, puis le reste de l'audience les rejoint. Les applaudissements deviennent de plus en plus forts, puis ils décroissent à mesure que les gens cessent de taper dans leurs mains. Je ressemble à un type qui va écouter de la musique classique. Si vous représentiez graphiquement le son des applaudissements, le tracé prendrait la forme d'une cloche, n'est-ce pas? Au début, quelques personnes applaudissent seulement, puis elles sont rejointes par d'autres, de plus en plus nombreuses, et après avoir passé le pic, la courbe commence à redescendre. Est-ce que j'ai l'air de m'intéresser au graphique? Ici, vous devriez faire un diagramme d'un phénomène totalement différent. Par exemple, la diffusion d'un modèle particulier de téléphone portable, la courbe serait similaire. Que suis-je censé répondre à cela? Tu veux que je te dise que tes recherches sont géniales et que tu devrais les publier? Ce que je veux dire, c'est que les gens agissent en tenant compte de l'influence de leur entourage. Les êtres humains sont moins motivés par la raison que par l'instinct. Donc même quand quelqu'un semble procéder de sa propre volonté, il est toujours marqué par les autres. Les gens croient avoir une existence indépendante, originale, mais une fois leurs données placées sur un graphique, ce ne sont plus que des points. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si vous annoncez à quelqu'un qu'il est libre de faire ce dont il a envie, que pensez-vous qu'il fera en premier? Aucune idée. Il regardera d'abord autour de lui pour observer ce que font les autres. Le prince semble immensément satisfait de sa déclaration. Et on aura beau lui laisser le champ libre, il se préoccupera de ce que font ses congénères et il suivra leur exemple, surtout quand la question est essentielle et que la réponse ne coule pas de source. C'est bizarre, vous ne trouvez pas? Pourtant, c'est ainsi que les êtres humains sont faits. Tant mieux, réplique Kimura avec désinvolture, ayant déjà perdu le fil de ce que le prince s'efforce de lui expliquer. Je suis fasciné par la façon dont les gens peuvent se laisser contrôler par une force aussi puissante, mais sans même en être conscient. Et ils tombent dans le piège de la rationalisation et de la justification de soi, tout en agissant naturellement en accord avec ce que font les autres. Très amusant à observer. Et si vous pouvez en profiter pour les contrôler, c'est encore mieux. Si je m'y prends bien,
Je suis capable de provoquer un accident de la route, voire un génocide, comme au Rwanda. Quoi, par la seule maîtrise des informations? Eh, pas mal, monsieur Kimura, dit le prince avec un sourire généreux. Mais ce n'est pas suffisant. Il ne s'agit pas seulement de détenir des informations. Manipuler les relations humaines, c'est comme une partie de billard. Si vous provoquez l'anxiété, la peur ou la colère chez quelqu'un de la manière appropriée, alors vous pouvez facilement l'inciter à attaquer une autre personne, à la mettre sur un piédestal ou à l'ignorer totalement. Et m'emmener à Morioka fait partie de tes recherches personnelles? Bien sûr, exclame le prince, confiant. Et qui tu veux me demander d'éliminer, dis-moi? Dès que les mots franchissent ses lèvres, un souvenir remonte à la surface, un événement que Kimura avait si bien chassé son esprit qu'il prend désormais des allures d'un conte de fées. Il y a des années, un type à Tokyo, une grosse pointure, a subitement décidé de se mettre au feu, de se mettre au vert à la campagne. Oh, vous êtes dans la bonne direction, poursuivez. Le prince paraît beaucoup s'amuser, mais le visage de Kimura se ferme. C'est comme si la suite de sa phrase lui était arrachée de force. Ne me dis pas que tu as l'intention de pourchasser M. Minegichi. La commissure des lèvres du prince se relève lentement, mais sûrement à un joyeux sourire. Il est vraiment si important que ça? Il ne s'agit pas d'une vedette de télé-réalité, mais du redoutable patron d'un gang de criminels armés jusqu'aux dents. Tu n'as pas la moindre idée de la fortune qu'il a amassée, ni d'à quel point il se fout des règles et de la morale. Naturellement, Kimura n'a jamais rencontré Yoshio Minegichi en personne, car à l'époque où il faisait encore partie du milieu, ce dernier ne l'avait jamais engagé directement. Mais à cette époque, l'entreprise de ce type sur la pègre était si forte que pratiquement tous les contrats remontaient jusqu'à lui. Du moins, c'est ce qu'on prétendait dans le milieu. Ainsi, la plupart des missions qu'il accomplissait lui étaient confiées en sous-traitance par quelqu'un qui travaillait pour le compte de Minegichi. Avant lui, il y avait un homme nommé Terra Arano. Le prince a l'air d'un petit enfant qui demanderait qu'on lui raconte une histoire du passé, comme si la biographie des seigneurs du crime était la meilleure chose que les souvenirs de lessive dans la rivière de sa grand-mère. C'était la même chose que les souvenirs de lessive de la rivière de sa grand-mère. Comment tu sais ça? Trop facile de tenir des informations. Seuls les vieux pensent qu'ils peuvent empêcher leurs secrets de se propager. Or, il est impossible de tout contrôler. Si j'en ai envie, je peux rassembler toutes sortes de renseignements en fouillant sur Internet ou en forçant quelqu'un à se confesser. Quoi? Tu te renseignes sur Internet? Le sourire du prince se teinte de déception. Bien sûr que oui, mais ce n'est qu'un moyen parmi d'autres. Les vieux pensent tellement en noir et blanc que soit ils méprisent le net, soit ils en ont peur. Le fait de coller une étiquette sur les choses leur donne un sentiment de confort, alors que peu importe de quelle manière on obtient les informations, ce qui compte vraiment, c'est la façon dont on les utilise. Et puis, il y a les plus jeunes qui prétendent qu'on ne peut rien croire de ce qui se passe à la télé ou dans les journaux et que les adultes qui avalent ces mensonges sont des crétins. Pour moi, ce sont eux les idiots, à penser que tout ce qui est diffusé est faux. Il est évident que toute source d'information est un mélange de vérité et de contre-vérité, mais les gens croient que certaines sont meilleures que d'autres. Et je pense que Votre Altesse a le pouvoir magique de distinguer la vérité du mensonge. Rien de bien compliqué. Il s'agit simplement d'obtenir des informations de la part de plusieurs sources, d'isoler ce qui est pertinent et de s'efforcer à les confirmer soi-même. Donc, Negichi te cause des ennuis. Je n'irai pas jusqu'à appeler ça des ennuis, répond le prince avec une petite moue enfantine. J'ai un camarade de classe que je déteste. Vous le connaissez. C'est celui avec qui on joue au parc cette fois. Celui qui avait le chien. Oh, lui répond Kimura, en fronçant les sourcils tout en cherchant son nom dans sa mémoire. Tomoyasu, c'est ça? Tu appelles ça jouer? Je dirais plutôt que tu t'apprêtais à le torturer. Il est sur le point de lui demander pourquoi il parle de ce gamin quand un autre détail lui revient à l'esprit. Attends une minute. Il ne s'est pas vanté que son père avait un ami dangereux qui l'enverrait te régler ton compte? Je pensais qu'il inventait tout ça, alors je ne lui ai pas prêté attention sur le moment. Mais il est vraiment allé pleurnicher auprès de son père. Pathétique, n'est-ce pas? Qui va se plaindre à ses parents? Du coup, son père s'est mis en colère. N'est-il pas stupide de voir à quel point les parents peuvent monter sur leurs grands chevaux pour leur enfant? Cet idiot d'avocat, il se croit tellement important. Ouais, je ne voudrais jamais être comme lui, dit Kimura avec force. Alors qu'est-ce qu'il a fait?
Il est allé me dénoncer. À qui? À M. Minegichi. Kimura est surpris, mais tout se met en place dans son esprit. Il comprend enfin quel lien unit le prince et Minegichi. Malheureusement pour toi, l'ami redoutable de son père l'est vraiment. Je ressens plus de respect pour quelqu'un comme vous qui réglez seul vos affaires. Le père de Tomoyasu ne vaut rien. J'en ai été très chagriné. Cette fois, le prince ne semble pas jouer les durs. Il ressent plutôt un enfant désappointé de découvrir que le Père Noël n'existe pas. Mais ce qui m'a le plus déçu, c'est la désinvolture avec laquelle ce pantin de Minegichi a osé me traiter. Qu'est-ce que tu racontes? Kimura n'en revient pas que ce gamin ait le toupet de traiter sereinement Yoshio Minegichi de pantin. Qui plus est, son calme olympien ne provient pas de son ignorance des faits, mais d'une trop grande confiance en lui. Il s'est contenté de me téléphoner chez moi et il m'a dit « Laissez Tomoyasu tranquille, sinon je vais me mettre en colère et tu vas le regretter. » Comme s'il grondait un petit enfant. « Mais c'est ce que tu es !» rétorque Kimura en éclatant d'un rire moqueur, puisqu'il est cruellement conscient que le prince n'est qu'un enfant ordinaire. Je lui dis que la meilleure chose à faire était de prétendre avoir peur. « Je suis désolé, je ne le ferai plus. » Je lui ai dit, comme si j'étais au bord des larmes. Et voilà le travail. Alors, tu t'en es bien sorti. Minegichi ne perdrait pas son temps à chercher des noises à un collégien. S'il s'en prenait vraiment à toi, ce serait bien pire que d'avoir à pleurnicher des larmes de crocodile. Est-ce vraiment le cas? Demande le prince, sincèrement dubitatif. Avec ses cheveux soyeux et son corps mince et gracile, cet adolescent a des airs d'étudiant studieux. Il paraît si propre sur lui qu'il est difficile de l'imaginer volant à l'étalage ou même grignotant un encas à cachette au retour de l'école. Kimura a soudain l'impression de faire une excursion d'une journée dans le nord du pays en compagnie de son élégant neveu. Negichi est-il si effrayant que vous le dites? Pire que ça. Je me demande si c'est simplement l'opinion de la majorité, comme ces soldats américains dans ce film dont je vous ai parlé, qui sont convaincus que les radiations ne peuvent pas leur faire du mal. Ne peut-on pas imaginer que les rumeurs concernant Minegichi sont infondées, ou qu'elles sont comme les personnes âgées qui radotent à dire que les émissions de télé et les joueurs de baseball d'autrefois étaient tellement mieux que ceux d'aujourd'hui? C'est la nostalgie qui leur fait parler. Ne faites pas l'erreur de le sous-estimer. Ça te coûtera cher. Vous voyez, j'affirme que les rumeurs qui courent sur ce type sont pure superstition. Ne contrariez pas Minegichi sous peine de perdre la vie. C'est comme si une idée préconçue et fausse à la base donnait naissance à un préjugé de masse qui déforme encore plus la réalité. Tu peux t'exprimer comme un adolescent normal. Quand on raconte aux gens que quelqu'un est dangereux, ils en acceptent l'idée et craignent la personne. Pareil pour le terrorisme et les maladies. Personne n'a le temps ni l'énergie de se forger sa propre opinion. Je ferai que votre Minegichi n'a rien d'autre à son actif que l'argent, les menaces, la violence et un avantage numérique en termes de main-d'œuvre. Personnellement, cela suffirait à me foutre la trouille. Bref, il ne m'a pas pris au sérieux, juste parce que je suis un collégien. Et donc, quel type de représailles a prévu Sa Majesté? Le prince montre du doigt l'avant du Shinkansen. Je me rends à Morioka pour rencontrer M. Minegichi. Savez-vous qu'une fois par mois, il va rejoindre la fille qu'il a eue de sa maîtresse? Il a aussi eu un fils avec sa femme, son héritier de droit, mais apparemment il est stupide, égoïste et fondamentalement sans intérêt. C'est peut-être pour cette raison que Minegichi adore sa petite fille. Elle va encore à l'école primaire. Tu n'as pas bâclé tes recherches, je te l'accorde. Ce n'est pas le problème. Ce qui est important, c'est qu'il y a un enfant en jeu. Et dans les séries télévisées pour les enfants, peu importe la détermination du méchant, il a toujours un point faible. Quand j'étais petit, je pensais que c'était trop pratique. Tu es tellement petit. Mais il s'avère que c'est le cas. Tout le monde, quel qu'il soit, a un point faible. Et c'est généralement sa famille ou ses enfants. C'est tout bête, hein? N'est-ce pas? D'ailleurs, la raison pour laquelle vous avez cherché à me coincer, à cause de votre fils, les gens font preuve d'une telle faiblesse que leurs enfants sont concernés. Et Minegichi, lui aussi, en a un qu'il aime. Si je peux faire pression sur lui par ce biais, je le mettrai à genoux assez rapidement. Tu as l'intention d'en t'en prendre à la fille de Minegichi, qui ressent un tourbillon d'émotions. D'abord foudrage à l'idée que le prince s'apprête à faire du mal à une petite fille innocente. Il se demande ensuite si Minegichi irait jusqu'à s'exposer pour la sauver. Tu crois vraiment que ça va marcher?
je ne vais pas le faire. Non, pas encore. Aujourd'hui, c'est seulement la première phase. Une introduction, une sorte d'enquête préliminaire, si vous préférez. Et tu penses que Minegichi acceptera de te rencontrer? J'ai entendu dire que sa maîtresse et leur fille sont arrivées hier et séjournent avec lui dans sa villa, dans un lotissement situé près d'un groupe de fermes. Comment as-tu découvert où il se planquait? Ce n'est pas comme s'il tenait un lieu secret. Il a juste embauché une armée pour garantir sa sécurité, afin que personne ne puisse y pénétrer. Dans ce cas, qu'est-ce que tu comptes faire? Comme je vous l'ai dit, il s'agit d'une enquête préliminaire. Mais j'ai pensé qu'il serait dommage de ne rien tenter. C'est pourquoi je vous ai fait venir, Monsieur Kimura, pour vous confier une mission. Le point culminant de cette conversation frappe Kimura de plein fouet. Le prince prévoit de lui faire assassiner Yoshio Minegichi. Tu parles d'une enquête préliminaire? Ça m'a tout l'air d'être le nœud de l'histoire. Nous allons nous rendre chez lui, et je distrairai ses gardes pour que vous puissiez entrer et tenter d'abattre le patron. C'est pile ou face. Je dirais qu'il y a 20% de chances que ça marche, et 80% que vous échouez, mais ça ne fait rien. Bien sûr que si. Les chances de l'emporter sont plus élevées si j'emploie sa fille contre lui. Si la vie de sa petite chérie est en danger, je doute qu'il entreprenne un acte irréfléchi. Je ferai gaffe à ta place. On ne sait jamais ce qu'un parent en colère est prêt à faire pour son enfant. Oh, vous voulez dire comme vous? Vous accepteriez de mourir pour votre enfant? Et même si vous perdiez la vie, vous serez tellement inquiet pour lui que vous reviendrez d'entre les morts? Tu peux compter là-dessus. Kimura a soudain devant les yeux l'image de ses mères mortes rampant hors de leur tombe, les ongles pleins de terre. Vu la profondeur de leur amour pour Wataru, le scénario ne lui semble pas exclu. Les gens ne sont pas si pugnaces, dit le prince sans rien. Minegichi fera tout pour sa fille. Mais quoi qu'il vous arrive, je m'en sortirai sans problème. Je vous dirai simplement que c'est vous qui m'avez poussé à le faire. Il ne m'arrivera rien. Delesbrouf. Vous savez, une rumeur affirme que Minegichi ne peut pas mourir, même si on lui tire dessus, dit le prince avec une gaieté désinvolte. Ça m'a tout l'air d'être un ramassis de conneries. On est d'accord, il a dû survivre à une fusillade d'une fois. Ça doit être un gars très chanceux. Et si c'est ce que tu crois, dit Kimura d'une voix dure, alors j'ai eu du bol, moi aussi, à l'époque où je travaillais encore. Ce n'est pas un mensonge. À 2 reprises, un contrat a mal tourné, et il lui a semblé qu'il était fini. Mais il a été sauvé in extremis, la première fois par un collègue et la seconde par l'arrivée inopinée de la police. Cependant, il serait difficile de dire qui a le plus de chance entre Minegichi et votre Altesse. C'est ce que j'entends bien découvrir, dit le prince, dont les yeux brillent comme ceux d'un sportif ayant enfin trouvé un adversaire à sa mesure. Aujourd'hui, je vais vous demander de vous attaquer à Minegichi. Un petit test pour savoir à quel point il est chanceux. Quoi qu'il arrive, j'apprendrai quelque chose sur lui. Au minimum, je pourrais m'approcher de son complexe et étudier le niveau de sécurité qu'il a mis en place. Ainsi, je serais capable de voir comment il opère. Pas mal pour une simple enquête préliminaire. Et si je me retourne contre toi, vous ferez le maximum pour le bien de votre fils. Vous êtes son père, après tout. Kimura bouge la mâchoire de gauche à droite avec un bruit sec. Il ne supporte vraiment pas ce gamin, ce petit monsieur je sais tout. Ok, disons que tu t'embrouilles avec Minegichi et que ça se passe bien. Mais si je ne suis pas sûr de comprendre ce que ça signifie pour toi, mais disons que les choses se passent comme prévu et que tu parviennes à embarrasser les adultes. Ce n'est pas mon but, je désire bien davantage. Comment vous l'expliquer? Je l'ai poussé au désespoir. C'est encore assez vague, pense Kimura. Tu sais, quoi que tu fasses, tu es toujours un petit vaurien qui essaie de rattraper les grands. C'est exactement ça, monsieur Kimura. Précisément, conclut le prince en ouvrant la bouche et en montrant ses belles dents blanches. Tous ceux qui pensent que je suis un petit voyou, je veux qu'ils mesurent leur impuissance face à moi. C'est ce que ça signifie quand je parle de leur désespoir. Je veux qu'ils réalisent à quel point leur vie est vaine. Je veux qu'ils renoncent complètement. Et oui, on vient de faire un seul chapitre, et on est déjà à près d'une demi-heure. C'est pour dire à quel point c'est gros, ce livre-là. C'est très gros. Continuons avec l'autre point de vue qui nous intéresse. Les agrumes 8. Citron se sent encore un peu vaseux. Tout en suivant des yeux les immeubles qui défilent par la fenêtre, il lève la main pour toucher son menton.
Il n'a rien ressenti au moment où Nanao l'a frappé. Il est simplement tombé dans les pommes. J'aurais pas dû le sous-estimer. Ce petit gars, juste parce qu'il porte des lunettes. C'était moi une, tu sais. J'aurais pu finir comme toi, dit-il à Minegichi Junior. Quoi, tu m'ignores maintenant? Une pensée soudaine lui vient à l'esprit et il tapote sa poche. Son arme a disparu. Passez pas de piquer les affaires des autres, Murdoch, se réforme-t-il. Puis il se souvient de ce que Nanao lui a dit avant de le frapper, qu'il travaillait lui aussi pour Minegichi. Toutefois, après leur avoir volé la valise, quelqu'un la lui aurait volée. Alors où elle est maintenant? Il se lève en visage d'aller voir ce qui se passe avec Mandarine. Il est sur le point de se diriger vers l'arrière du train, mais s'abstient. Je n'ai pas vraiment envie. Je vais rester ici tranquillement un moment. Il voudrait appeler Mandarine, mais constate avec irritation qu'il n'a plus de téléphone non plus. Putain de binoclard! Citron est particulièrement contrarié d'avoir perdu la breloque, Thomas, qu'il avait accroché à son portable. Il finit par remarquer le bruit qui résonne depuis un petit moment et avec insistance par-dessus les vibrations du train. Une sorte de tonalité numérique. Il pense d'abord à la sonnerie du téléphone d'un passager. Allez, réponds à la fin! Mais comme elle ne s'arrête pas, et il comprend qu'elle est toute proche de lui. Non, mais comme elle ne s'arrête pas, il comprend qu'elle est tout proche de lui. Ça vient d'en bas. La sonnerie semble émaner de sous son siège. Un peu en arrière, il se penche mais ne voit rien. Surtout, il n'a aucune envie de salir son pantalon, mais ce bruit commence à lui taper sur les nerfs. Alors il s'agenouille quand même et scrute l'espace entre le dessous du siège et le sol. Rien du tout. On dirait que le bruit provient de la rangée de derrière. Aussi se lève-t-il pour changer de rangée et s'accroupir à nouveau. Le son est beaucoup plus fort à présent. Il ne tarde pas à en trouver la source. Une petite montre digitale, bracelet noir bon marché. L'écran clignote et il se demande si quelqu'un l'a fait tomber par accident. Prenez plus soin de vos affaires, les gens. Il marmonne un ton d'infective puis se fige. Qu'est-ce que ça ferait? Est-ce que ça ferait partie d'un piège? Ça ne ressemble pas à une bombe. On peut facilement imaginer que l'alarme est un signal qui déclenche un phénomène auquel on ne s'attend pas. Mieux vaut ne pas la laisser traîner là. Il plie son grand corps et retrouve l'angle adéquat lui permettant de passer son bras sous le siège pour attraper la montre à tâtons. Puis il se relève et retourne à sa place. « Hé, Richard !» lance-t-il en balançant la montre devant le visage sans vie de Minegichi Junior. « Tu as déjà vu cette pièce de pacotille? » Le bip s'arrête lorsqu'il appuie sur le bouton. L'objet ressemble à une montre ordinaire. Rien de spécial. Est-ce un mouchoir? Il la retourne puis la porte à son oreille. Une montre bracelet, tout ce qu'il y a de plus banal. Il se demande encore s'il devrait s'en débarrasser ou la garder quand Mandarine arrive à la voiture 2. Tu as trouvé le type à lunettes? Mais la réponse se lit sur le visage austère de Mandarine. Il est parvenu à s'enfuir. Alors quoi, il est parti dans l'autre sens? Vers l'avant du train? Demande Citron en pointant du doigt la porte qui mène à la voiture 4. Non, il était forcément dans la voiture 1, mais à un moment, il est parvenu à se tirer. À un moment? Comment ça, au moment où tu ne faisais pas attention? Au moment où tu ne faisais pas attention? Citron sent ses lèvres se retrousser. Beaucoup de S là-dedans. L'idée de que son partenaire, froid et méticuleux, puisse faire une erreur lui procure un plaisir ineffable. Je veux dire, ça n'a rien de compliqué d'aller d'ici à la voiture 1. Le gars aux lunettes se trouvait obligatoirement entre ces 2 points. Tant qu'il n'y avait nulle part où se cacher, t'aurais dû le croiser. C'était plus compliqué de le manquer que de le trouver, tu vois. Alors quoi, Mandarine, t'es resté coincé dans les toilettes? Ou alors t'as cligné des yeux pendant un très long moment et il en a profité pour se faire la malle? Je suis pas allé aux toilettes et mes clignements d'yeux sont remarquablement courts. Mais il a reçu de l'aide. Mandarine plisse les lèvres. Oh merde, il est vraiment énervé. C'est tellement pénible quand Monsieur Tête Froide s'échauffe, dit Citron. Dans ce cas, tu aurais dû serrer ses acolytes. Apparemment, il les a forcés à l'assister. Un couple, un travesti et un gars plus âgé habillé normalement. Tu penses que c'est la vérité? Il les a contraints? Ils m'ont semblé sincèrement désemparés, je crois qu'ils ne mentaient pas. Il se frotte la main droite avec dégoût. Il a dû les malmener un peu sur les bords. Donc le type aux lunettes s'est échappé et il est parti dans l'autre sens. Réfléchit Mandarine en portant le regard vers l'avant du train. Le problème, c'est que je n'ai vu passer personne. Peut-être que toi, tu as longuement cligné des yeux. Pas du tout. À l'école primaire, j'ai gagné le concours de celui qui restait le plus longtemps sans cligner. Bien content de n'avoir pas fréquenté le même établissement. Tu es sûr et certain que personne n'est venu par ici? Absolument personne. Eh bien, 1 ou 2 personnes sont passées, bien sûr.
Les gens se déplacent dans le train et il y a aussi eu la fille avec le chariot des rafraîchissements, mais personne qui ressemblait au binoclore. Tu es resté tout ce temps assis dans ton siège, le visage tourné vers l'avant. Bien sûr, je suis pas un enfant. C'est pas comme si j'avais la tronche collée à la fenêtre. À peine prononcé ces mots que Citron se souvient de la montre qu'il tient dans la main. Merde, je me suis penché pour ramasser ce truc. Mandarine prend immédiatement un air suspicieux. Son associé brandit la montre. L'alarme s'est déclenchée. La montre se trouvait par terre là-dessous, alors je l'ai ramassée. Devant le regard sévère de Mandarine, il s'empresse d'ajouter. Ça a été la seule fois que j'ai tourné la tête. Alors voilà, nous y sommes. Nous sommes où? Il doit l'avoir placé là. Le gars à lunettes est un petit malin, tu te souviens? Il devait avoir prévu quelque chose. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu prévoir? Il aime bien les gadgets. Tiens, regarde. Mandarine lui montre un téléphone portable. Tu as un nouveau téléphone? C'est lui qui me l'a donné. Enfin, elle. Enfin, le travesti. Elle a dit que Nanao le lui avait confié. Qu'est-ce qu'il prépare? Peut-être qu'il va appeler en pleurnichant pour nous demander de l'épargner? Citron plaisante, mais au moment même où il parle, l'écran du téléphone s'allume et une douce mélodie se fait entendre. On dirait que tu as raison, fait remarquer Mandarine en haussant les épaules. Beaucoup plus court celui-là, mais tout de même, beaucoup de choses s'y passent. Enfin, Citron est réveillé. Mais pour continuer, voyons où en est ce cher Coccinelle. Coccinelle 8. On est déjà rendu à 8. Pour agrumes et lui, on est rendu à 8. Après avoir contourné Mandarine dans le couloir entre les voitures 1 et 2, Nanao se dirige vers l'entrée de la voiture 3. Il tente de jeter un coup d'œil par la vitre de la porte, mais il déclenche le capteur et elle s'ouvre. Encore un coup de malchance. Après son expérience, il sait qu'il ne doit pas résister au destin. Alors se glisse-t-il dans la voiture 3. La première rangée est vide et il s'assoit calmement pour ne pas se faire repérer. En faisant profil bas, il regarde entre les appuis-têtes pour toute la longueur de la voiture. Citron est debout, bien réveillé. De toute évidence, il n'a pas bu la bouteille contenant le somnifère. Seul lui aurait simplifié les choses. Mais Nanao ne s'attendait pas à ce que ça marche si facilement. C'était juste un petit piège qu'il avait semé dans sa hâte. Inutile de se mettre dans tous ses états parce que l'un d'eux n'a pas fonctionné. Il risque un autre coup d'œil. Citron est en mouvement, probablement à la recherche de la montre. Allez, réponds à la fin. C'est la mienne, c'est ma montre. Je l'ai posée là, par terre, pour toi. Il est habitué à ne pas avoir de bol. Il s'attend à ce que l'alarme ne se déclenche pas, ou bien à ce que la pile soit à plat, même si ce genre de gadget ne tombe presque jamais en panne. Quelqu'un d'autre également a pu la ramasser avant Citron, mais rien de tel ne s'est produit. Nanao compte les secondes, inquiet à l'idée que Mandarine puisse apparaître derrière lui à tout moment. Il attend l'instant opportun pour se lever, soulève légèrement les hanches de son siège, prêt à se lancer, passe une tête par-dessus l'appui-tête. L'alarme continue à sonner de façon pressante. Nanao attend, se demandant si Citron va se lancer à sa recherche, et parie que oui. Bien entendu, l'homme se relève, se déplace d'une rangée et s'accroupit. Maintenant! Nanao suit la consigne qu'il a dans la tête et se lance. Sans la moindre hésitation, avec une hâte contrôlée, il remonte la litre et tandis que Citron à genoux tâtonne le sol à la recherche de la montre, Nanao passe derrière lui, à toute vitesse, en retenant son souffle. Il expire une fois seulement, qu'il a franchi la porte et a pénétré dans le couloir. Impossible de m'arrêter maintenant. Je continue. Passe par la voiture 4, puis par la suivante. Dès qu'il sort de la 5, il saisit son téléphone, consulte le répertoire jusqu'à trouver le numéro du loup qu'il vient d'enregistrer comme nouveau contact et l'appelle. Sur la passerelle, le train rugit tel une rivière sauvage et Nanao doit coller le téléphone à son oreille pour entendre sonner la ligne. Il se penche contre la fenêtre quand on décroche à l'autre bout. « Tu es où? Et à quoi tu joues? »« S'il vous plaît, calmez-vous. Je ne suis pas votre ennemi, » répond Nanao, sur un ton convaincant, ayant pour priorité de dissuader Mandarine de s'en prendre à lui. « Ah merde, Mandarine. C'est vrai, j'ai volé votre valise, mais je ne faisais que suivre les ordres de Minegichi. »« Minegichi?
Mandarine semble suspicieux et Nanao entend Citron lui parler à l'arrière-plan, probablement pour lui raconter que Nanao lui a dit la même chose plus tôt. Ce qui signifie qu'ils se sont retrouvés. Negichi attend justement que nous nous frappions dessus. Où est la valise? Moi aussi je la cherche. Tu veux vraiment faire croire ça? Si je l'avais, je serais descendu du train à Omiya et je n'aurais aucune raison de vous contacter. Je vous tends la main, peu importe le danger que ça représente pour moi, parce que je n'ai pas le choix. Mon père m'a confié un truc avant de mourir. La voix de Mandarine est froide et prudente, l'archétype du méfiant qui pèse soigneusement chacun de ses mots. Tout le contraire de Citron, qui parle sur un ton détendu. Il me conseille de ne jamais faire confiance aux auteurs qui utilisent des phrases trop longues et aux interlocuteurs qui disent « peu importe ». Tu veux savoir ce que je crois d'autre? Il se peut que tu n'aies pas été engagé uniquement pour nous voler la valise, mais aussi pour nous buter. Et si tu tentes de nous contacter alors même que tu sais que ça représente un danger pour toi, c'est parce que tu dois te rapprocher suffisamment de nous pour y arriver. Ton anxiété est liée au fait que tu n'as toujours pas réussi à exécuter ton contrat. Si on m'avait engagé pour vous éliminer, je me serais occupé de Citron lorsque j'en avais l'occasion tout à l'heure, quand il était dans les vapes. Sauf si tu préférais faire une pierre deux coups en nous butant en même temps. Vous cherchez à quoi à vous montrer si méfiant? C'est ce trait de caractère qui m'a permis de rester en vie jusqu'à présent. Maintenant, dis-moi où tu es. Dans quelle voiture? J'ai changé de train, annonce Nanao en désespoir de cause. J'ai abandonné le Hayate. Je suis à bord du Komachi. Il sait pertinemment qu'il n'y a pas de passerelle entre les deux. Ce mensonge ne tromperait même pas un enfant de maternelle. Impossible pour les passagers du Hayate de passer du Hayate au Komachi. Parfois, les mensonges qui ne fonctionnent pas sur les petits sont d'une efficacité redoutable sur les adultes. Les secousses du train montent d'un cran. Nanao presse le téléphone contre son oreille tout en faisant de son mieux pour rester en équilibre. Mais dites-moi, quel est votre plan? Aucun de nous n'a à proprement parler la moindre marge de manœuvre. Exact. C'est comme tu l'as dit. On n'a pas beaucoup d'options. C'est pourquoi nous avons l'intention de t'offrir en sacrifice à Minegichi. Nous lui raconterons que tout est de ta faute. Vous allez me reprocher la disparition de la valise? De même que la mort de son précieux fils. Nanao en reste stupéfait. Il avait cru saisir quelque chose dans ce goût-là quand il espionnait la conversation un peu plus tôt, mais à présent qu'il sait que c'est le cas, il lui faut un moment pour en digérer les ramifications terrifiantes. J'ai aussi oublié de mentionner que le fils de Minegichi était sous notre garde, mais il est mort. Comment ça, il est mort? Nanao se rappelle avoir vu le corps du jeune homme à côté de Mandarine et Citron, immobile comme seuls les morts peuvent l'être. C'était donc le fils de Minegichi. Pourquoi s'est-il retrouvé dans ce train? Pourquoi ce genre de truc m'arrive toujours à moi? Il a envie de crier de frustration. Ce n'est pas bon du tout, ça. Tu l'as dit, Bouffi, lance Mandarine sans avoir l'air de s'en préoccuper le moins du monde. Imbécile. Toute personne, quelle qu'elle soit, qui perd son enfant est submergée par le chagrin. Et si elle découvre là où les responsables, son désespoir se transforme en un véritable déchaînement de rage. Nanao ne veut même pas imaginer l'ampleur du courroux de Yoshio Minegichi. Rien que d'y penser, sa chair noircit déjà et crépite sous les flammes. Pourquoi vous l'avez buté? Le train se met à tanguer et Nanao contracte les muscles de ses jambes afin de ne pas basculer, puis penche le front vers la fenêtre pour se soutenir. Quelque chose d'humide éclabousse subitement à l'extérieur de la vitre. Juste devant ses yeux, une fiente d'oiseau ou une motte de boue, qui sait, mais cela le surprend tellement qu'il pousse un glapissement, recule d'un bond et retombe lourdement sur les fesses. Encore un coup de malchance, soupire-t-il, et la douleur qui s'empare de son coccyx le dérange moins que la poisse persistante. Hélas, dans sa chute, il a perdu son téléphone. Un homme passe par là et se penche pour le ramasser. C'est le type que Nanao a rencontré plus tôt, le prof de classe préparatoire au visage placide, mais dénoué d'énergie vitale. « Oh, salut, prof! » lance Nanao un peu malgré lui. L'homme examine le téléphone. Entendant une voix, il le porte machinalement à son oreille. Nanao se lève précipitamment et tend la main pour le récupérer. Le récupérer d'or. Ou d'aller. Je te jure, il y a un mot foqué à chaque vidéo, c'est une dinguerie.
Je vois que tu as toujours autant de mal à rester sur tes pieds, dit gentiment l'homme en lui remettant le portable avant de disparaître dans les toilettes. Allô? J'ai fait tomber mon téléphone. Qu'est-ce que vous disiez? Il entend un claquement de langue agacé. Je te disais que nous n'avions pas buté le fils de Minegichi. Il était assis là, à un moment donné, et à un moment donné, on a remarqué qu'il était mort. Peut-être qu'il a reçu un choc ou un truc du genre, mais ce n'est pas nous qui l'avions tué, tu m'entends? Je doute que Minegichi vous croit sur parole. Moi aussi d'ailleurs. C'est pourquoi nous avons l'intention de lui dire que c'est toi qui l'as liquidé. C'est plutôt crédible, tu ne trouves pas? Pas du tout. C'est mieux que rien en tout cas. Nano soupire à nouveau. Il espérait s'allier à Mandarine et Citron, mais il prévoit de lui faire porter le chapeau. Il regrette de lui avoir tendu la main. C'était une idée aussi stupide qu'espérer ne pas se faire arrêter pour vol à l'étalage, en demandant à des assassins d'attester de son innocence devant la police. Tout est faux. Non, tout faux. Tout faux. Et on t'a perdu? Non, je suis légèrement surpris que vous vous soyez mis dans un tel pétrin. Pas nous. C'est ta faute, Binoclore, dit Mandarine avec le plus grand sérieux. Non seulement t'as piqué la valise, mais t'as tué le fils de Minegichi. Par conséquent, nous allons te buter. Minegichi sera en colère, c'est sûr, mais surtout contre toi. Et nous, il nous félicitera peut-être pour une mission rondement menée. Je fais quoi? Les méninges de Nanao carburent à 100 à l'heure. Ça ne va pas se passer comme ça. De toute façon, dit-il en regardant par la fenêtre la souillure projetée sur la vitre, qui change maintenant de forme et s'étale avec la vitesse du Shinkansen. De toute façon, le petit jeu consistant à s'entretuer dans le train ne se terminera bien pour personne. Ou on peut au minimum se mettre d'accord là-dessus. Mandarine ne répond pas. Derrière Nanao apparaît le professeur de classe préparatoire. Il revient des toilettes et le fixe, une expression impénétrable sur le visage. Si vous refusez de collaborer, établissons au moins une trêve, demande Nanao à voix basse. Moi non plus. Je ne peux pas descendre du Shinkansen. Tenons-nous tranquilles jusqu'à Morioka. Une fois arrivés, nous réglerons cette affaire. Entre nous, nous aurons tout le temps. Le train s'arrête brusquement. 2 choses pour ta gouverne, reprend la voix de Mandarine à l'oreille de Nanao. 1. Quand tu dis qu'on réglera ça à Morioka, on a comme l'impression que tu crois pouvoir gagner. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Vous avez l'avantage du nombre, 2 contre 1. Peu importe. Et c'est vous qui venez de dire peu importe. Nanao entend presque un sourire Mandarine. 2. On ne peut pas patienter jusqu'à Morioka. Nous devons te livrer au prochain arrêt. Sendai. Pourquoi Sendai? À cause des hommes de Minegichi qui vont venir nous contrôler à cette station. Pourquoi faire? Pour vérifier si Minegichi Junior va bien. Ce qui est loin d'être le cas. C'est précisément pour cette raison qu'il faut qu'on te chope avant d'arriver à Sendai. Mais Nanao se rend compte que le professeur de classe préparatoire est toujours là, comme s'il avait découvert des enfants en train de préparer un mauvais coup. Il ne donne pas l'impression de vouloir partir. Désolé, ça vous dérange si je raccroche 1 seconde? Je vous rappelle tout de suite. Bien sûr, nous admirons le paysage en attendant que tu nous appelles. C'est ce que tu espères. Dès que tu raccroches, on vient te choper, répond Mandarine d'une voix tranchante. Mais Nano entend également Citron s'exclamer en arrière. Hé, bonne idée! Apprécions le paysage pendant un bon moment. Un petit moment. Nous sommes tous à bord du même train. Donc où est l'urgence? Il reste plus de 30 minutes avant d'arriver à Sendai. On ne peut pas se permettre d'attendre si longtemps. Rétorque Mandarine, mais une fois de plus, Citron intervient. Allez, mec, oublie ça, raccroche. Et la ligne est coupée. Consterné par l'échec des négociations, Nanao est sur le point de rappeler Mandarine, mais il se rend compte que celui-ci n'est pas du genre à se précipiter et qu'il n'y a sans aucun doute aucune raison de paniquer. Garde ton calme, une chose à la fois. Il lève les yeux vers le professeur. Je peux t'aider? Ah, désolé, répond l'homme qui semble se rendre compte qu'il n'a pas bougé. Il hoche la tête en signe d'excuse, un mouvement rapide et mécanique, comme un jouet dont on viendrait de changer les piles. Quand j'ai ramassé ton téléphone tout à l'heure, au bout du fil, j'ai entendu la personne dire quelque chose d'un peu dérangeant et ça m'a fait réfléchir. J'ai dû me perdre dans mes pensées. Quelque chose de dérangeant comme quoi? Le type parlait de quelqu'un qui avait été assassiné. Des trucs effrayants. Tu n'as pas l'air particulièrement effrayé? Qui s'est fait tuer? Où ça? Dans ce train. Quoi?
Qu'est-ce que tu ferais si c'était le cas? Le mieux serait sans doute de courir le raconter à un contrôleur ou de passer un message sur le système de sonorisation. Tu pourrais faire une annonce du genre: si les officiers de police sont à bord, ils sont priés de se manifester. Si je faisais ça, dit-il avec un sourire faible comme une ligne tracée sur du doigt au fil de l'eau, je pourrais aussi bien dire: si les meurtriers sont présents à bord, ils sont priés de se faire connaître. Nano rit aux éclats face à cette réponse inattendue. Ce serait une bien meilleure idée. Je plaisante. Si j'étais au courant d'un meurtre commis à bord du Shinkansen, je ne me tiendrais pas si tranquille. Je me cacherais dans les toilettes jusqu'à mon arrêt. Ou bien je me jetterais dans les bras d'un contrôleur en me cramponnant à lui pour sauver ma misérable vie. Si un événement violent survenait dans un espace clos comme celui-ci, tu parles d'une scène de crime. Un chapelet de mensonges, naturellement. Nano a déjà tué le loup et s'est battu presque à mort avec Citron, et pourtant il n'y a rien qui ressemble de près ou de loin à une scène de crime. C'est vrai, c'est juste des coups tordus au final. Ou des morts accidentelles faites par une crise, un choc. Mais tout à l'heure, tu prétendais avoir une malchance terrible. Donc je n'ai pas été surpris quand j'ai ramassé ton téléphone, d'entendre quelqu'un invoquer un meurtre. La loi du Murphy, pas vrai? Chaque fois que tu prends le Shinkansen, tu te retrouves dans les ennuis, sauf quand tu cherches spécifiquement à en avoir. Il se rappelle d'un pas, les yeux soudain brillants d'une lueur de menace. On dirait deux trous dans un tronc d'arbre, gigantesque, apparu entre les deux hommes et invisible. À l'exception de ces deux cavités dans les bois, pile à l'endroit où se trouvent les pupilles du professeur, étrangement luminescentes. Nanao les contemple fixement. Il lui semble qu'il pourrait être aspiré à tout moment, absorbé dans les ténèbres, vers l'au-delà. Pris d'angoisse, il recule devant ce mauvais présage, mais sans parvenir à détourner le regard, et sa peur croît. Du verbe croître, bien sûr, pas du verbe croire. Est-ce toi aussi? Comment dire? Est-ce que tu es impliqué dans des affaires louches? Balbutine Nanao. Ah, voilà une drôle de question. Bien sûr que non, répond l'homme avec un rire léger. Ton siège se trouvait à l'arrière de la voiture 4. Tu aurais pu aller aux toilettes entre la 4 et la 3. Pourquoi es-tu venu jusqu'ici exactement? Demande Nanao sur un ton curieux. Je me suis trompé, voilà tout. Je suis arrivé à l'avant du train, le temps que je m'en rende compte. J'avais déjà fait une bonne partie du trajet. Alors, plutôt que de revenir en arrière, tu vois. Toujours pas convaincu, Nanao émet un murmure inintelligible. Mais il m'est déjà arrivé d'être impliqué dans des situations dangereuses. Je suis déjà moi-même impliqué dans une de ces situations à l'instant où nous parlons, dit Nanao comme par réflexe, les mots jaillissant de sa gorge sans qu'il le veuille. Le fils d'un mafieux redoutable a été tué. Non, non pas que j'ai vu ce qui s'est passé, personne ne semble être encore au courant, mais il est mort. Le fils d'un mafieux redoutable, le professeur, comme à lui-même. C'est exact. Il était vivant et l'instant d'après, il était mort. Nanao n'arrive pas à en croire ses oreilles. Il sait qu'il ne devrait pas parler de ça, mais incapable de se taire. Cet homme vous donne envie de lui confier vos secrets les plus inavouables. Comme s'il émanait de sa personne un rayonnement particulier et que l'espace autour de lui devenait un confessionnal. Il s'ordonne de ne plus rien lui dévoiler, mais a l'impression qu'en lui, une membrane le soustrait à ses propres conseils. C'est à cause de ses yeux, mais cette pensée est également réduite au silence. Maintenant que tu le dis, la fois que j'ai rencontré des problèmes, le fils d'un homme dangereux avait été assassiné. Son père aussi, d'ailleurs. C'était qui? Je ne pense pas que son nom dise quelque chose, même s'il était apparemment devenu une célébrité dans son domaine. Pour la première fois, le professeur affiche un visage plein de douleur. Je ne suis pas sûr de comprendre de quel domaine tu parles, mais quelque chose me dit que je reconnaîtrais son nom. Il s'appelait Terahara. Terahara, très célèbre effectivement, il est mort empoisonné. Nanao regrette ses propos dès qu'il franchit ses lèvres, mais le professeur ne semble pas perturbé, le moins du monde. C'est vrai, le père est empoisonné et le fils s'est fait renverser par une voiture. Le mot poison tourne dans la tête de Nanao, et il comprend soudain du poison, murmure-t-il soudain, comme pour lui-même. Puis le nom du professionnel qui a tué Terahara lui revient en mémoire. Le frelon? Pardon? Demande l'homme en penchant la tête sur le côté. Je mettrai ma main au feu que le fils de Minegichi a aussi été tué par le frelon. Et avant de pouvoir réfréner son geste, le voilà qui pointe le professeur du doigt. Es-tu le frelon?
Regarde-moi bien, est-ce que je ressemble à un frelon? Je suis un simple professeur de classe préparatoire. Monsieur Suzuki, affirme-t-il en rehaussant légèrement la voix avant d'éclater d'un petit rire d'autodérision. Je suis un être humain, pas un insecte. Je le vois bien, reprend gravement Nanao. Mais je persiste à croire que tu es un prêtre ambulant. La vérité est que Nanao n'a aucune idée de l'apparence du professionnel surnommé le frelon, ne connaît aucun de ses signes distinctifs, ni quoi que ce soit de concerne à son sujet. Je parie que Maria le sait, pense-t-il en sortant son portable pour composer son numéro. Quand il lève les yeux, l'homme a disparu et il éprouve une peur fulgurante d'avoir parlé à un fantôme. Tandis que le téléphone sonne, il regarde la porte de la voiture 5, le professeur qui s'éloigne et pose la main sur son cœur qui bat la chamade. C'était pas un fantôme, non. Et en s'approchant de la fenêtre, il porte le téléphone à son oreille. Sur la surface extérieure de la vitre, la boue s'est dispersée en gouttelettes. Le téléphone continue à sonner, mais Maria ne répond pas. Nanao agite de plus en plus fort, s'attendant à tout moment à voir apparaître Mandarine et Citron. Il met à arpenter la passerelle de long en large. L'attelage entre les voitures se tortille d'avant en arrière comme un reptile. « Où es-tu? » La voix de Maria résonne enfin à son oreille. « Hein? » s'exclame Nanao en poussant un petit cri de surprise. « Qu'est-ce qui se passe? » Elle est là. Il paraît complètement abasourdi. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est où? Nanao a appelé Maria, mais il a oublié pourquoi. Il fixe la valise noire posée sur le porte-bagages, l'endroit précis où il l'a trouvée, comme s'il était resté là tout ce temps. La valise. Son apparition, après l'avoir tant cherchée, ne lui semble pas réelle. Par la valise, est-ce que tu entends celle qui nous a été volée? Où elle était? Bravo en tout cas de l'avoir récupérée. Je n'ai pas proprement parlé récupérée. J'étais en train de t'appeler et puis soudain je l'ai vue rangée sur le porte-bagages. Où l'avais-tu perdu? Non, où je l'avais piqué au début de cette histoire de fou. Que veux-tu dire? Elle est revenue. Comme un chien qui accourt à son maître, c'est tellement touchant. Peut-être que quelqu'un me l'a prise par erreur et l'a rapportée quand il ou elle s'est rendu compte. Ou peut-être que quelqu'un t'a volé la valise, mais il ou elle a eu trop peur de la garder, alors il te l'a rendue. Peur de Minegichi? Ou de toi? Peut-être qu'ils se sont dit, ce Nanao impliqué, c'est trop dangereux. Il est comme une lanterne magique qui aspire et conserve toute la malchance du monde. Dans tous les cas, tant mieux pour nous, non? Maintenant, ne va pas la perdre à nouveau, et fais en sorte de bien descendre à Sendai, dit Maria en poussant un profond soupir de soulagement. J'ai été très inquiète pendant un moment, ça aurait pu vraiment mal tourner, mais tout va bien à présent. J'ai le sentiment que nos affaires vont s'arranger. La mâchoire de Nanao se contracte. Peut-être, mais il y a toujours Mandarine et Citron dont il faut se méfier. Tu les as rencontrés en fin de compte? C'est toi qui m'as dit d'être un homme et de me rendre dans la voiture 3. Je me souviens pas d'avoir dit ça. Moi aussi. Ok, admettons que je te l'ai dit. Je t'ai demandé de te frotter à eux? Non, je pense pas avoir ordonné ça. Si, répond Nanao, sachant pertinemment que ce n'est pas vrai. Je m'en souviens très clairement. Eh bien, ce qui est fait, lance Maria en éclatant d'un rire dédaigneux. Désolé. Tu dois donc maintenant trouver le moyen de leur échapper. Comment je fais? Tu te débrouilles. C'est facile de m'annoncer que je devrais m'éloigner d'eux, mais il y a peu d'endroits où je puisse me cacher à bord de Shinkansen. Les toilettes? C'est une possibilité. Mais s'ils fouillent le train de long en large, ce ne sera qu'une question de temps. Ils me retrouveront. Bien entendu, mais il ne sera pas facile de casser la porte des toilettes. Du moins, ça te ferait gagner un instant. Tu arriveras à Sendai avant de t'en rendre compte. Mais si je sors des toilettes à Sendai et qu'ils m'attendent pour me piéger, c'est fini pour moi. Dans ce cas, force ton chemin. Plutôt vague, pas vraiment une stratégie. Toutefois, Nanao reconnaît que Maria n'est pas totalement à côté de la plaque. L'endroit des toilettes est étroite. S'il s'engage derrière lui alors qu'il est prêt à passer à l'attaque, ça peut marcher. Qu'il ait recours à une lame ou qu'il tente de leur briser la nuque, il aura plus de chances de les vaincre dans un espace réduit qu'à l'air libre. À moins qu'arrivé à Sendai, il puisse sortir des toilettes avec suffisamment de violence pour les surprendre et s'enfuir sur le quai de la gare. Pas certain. Il se peut que d'autres toilettes soient occupées au même moment, donc cela va leur prendre du temps de toutes les vérifier. Avec un peu de chance, Mandarine et Citron auront du mal à te localiser. Le train pourrait arriver à Sendai avant qu'ils aient découvert ta cachette. De la chance? C'est toi qui dis ça? Tu te moques de moi? Nanao a presque envie de rire. Tu sais à qui tu t'adresses, non? Me dire un truc du genre « avec un peu de chance », c'est comme me dire « voici une chose qui n'arrivera pas ».
Oui, tu as raison, approuve Maria. Tu pourrais aussi te réfugier dans la salle du personnel. La salle du personnel? Ou bien la salle polyvalente? Si tu es au bout de la voiture verte, la 9, tu la passerais entre la 9 et la 10. Les femmes y vont pour allaiter leur bébé. Comment l'utiliser? Tu y vas avec ton bébé? Super idée! Oh, et encore un truc. Au cas où tu l'ignorais, il est impossible de passer du Hayate au Komachi quand le train est en marche. Ils sont reliés depuis l'extérieur, donc inutile de tenter de te cacher dans le Komachi. Même un enfant de maternelle est au courant. Il y a des choses que les enfants de maternelle connaissent que les adultes ignorent. Au fait, qu'est-ce que tu voulais? C'est toi qui m'as appelé. C'est vrai, j'avais oublié. La dernière fois qu'on a parlé, tu as évoqué le frelon. Pas l'insecte, le professionnel, celui qui utilise des aiguilles empoisonnées. Celui qui a tué Terrara, et que certains affirment que c'était le frelon, avec la baleine et la cigale, qui travailleraient ensemble. Il est comment ce type? Quoi il ressemble? Je peux pas te le dire avec précision. Je crois que c'est un homme. J'ai juste entendu dire qu'une femme était impliquée. Peut-être qu'il s'agit d'un agent fonctionnant seul ou d'un duo. Dans tous les cas, je ne pense pas qu'on puisse les remarquer dans la foule. Certes, il est peu vraisemblable qu'ils se promènent avec une pancarte tueur à gage. J'ai l'impression que le frelon pourrait se trouver à bord de ce train. Qu'est-ce que tu veux dire? Demande Maria après un silence. Je n'en suis pas certain, mais il y a un homme mort à bord et son corps ne porte aucune trace de blessure. Oui, le loup, c'est toi qui l'as tué. Non, pas lui, il y a un autre. Comment ça, un autre? Un type qui s'est fait tuer. Peut-être à l'aide d'une aiguille empoisonnée. Il ne peut se résoudre à lui dire qu'il s'agit du fils de Minegichi. En même temps, la référence qu'elle fait au loup lui rappelle autre chose. Allez, arrête, lance Maria exaspérée. Je ne sais pas ce qui se passe, mais ton train n'a que des ennuis. Nanao ne trouve rien à redire. Il pense exactement la même chose. Mandarine et Citron, le cadavre de Minegichi Junior, celle du loup, le Shinkansen est en veille de vedette de la pègre. Mais ce n'est pas la faute du train, c'est la mienne. Pas faux. Comment je la joue si le frelon est vraiment monté à bord? Je n'ai pas entendu parler de lui depuis longtemps. Je suppose qu'il a pris sa retraite. Cette pensée déclenche chez Nanao certaines spéculations. Se peut-il que le frelon ait tenté de redorer son blason en assassinant le fils de Minegichi, de la même manière qu'il avait tué Terrara, puis le souvenir du loup s'impose à son esprit. Ce dernier n'est-il pas un laquais de Terrara? Je peux imaginer que tu sois effrayé. Les aiguilles, ça fait peur. Si tu en voyais une, tu éclaterais sans doute en sanglots. Quand j'y pense, il fut un temps où j'ai aidé une vieille dame de mon quartier à s'administrer ses piqûres d'insuline. En fait, c'est à moi que revenait cet honneur. Il s'agit d'un protocole médical. Il me semble que s'en charger est illégal si ça ne fait pas partie de la famille. T'en es sûr? Ouais. Ah, au fait, apparemment, Mandarine et Citron travaillaient eux aussi pour le compte de Minegichi. Comment ça? Ils sont censés lui rapporter la valise. Le débit de parole de Nanao s'accélère à mesure qu'il partage sa théorie. Minegichi n'a sans doute confiance en personne, alors il a engagé plusieurs professionnels pour faire le même travail afin qu'ils se gênent mutuellement et qu'ils puissent en sortir gagnants. Peut-être qu'il ne veut pas avoir à payer qui que ce soit, à moins qu'il ait prévu de tous nous éliminer. Tu sais, répond Maria en réfléchissant à la question, si ça se vérifie, ne cherche pas à être héroïque ou je ne sais quoi. Je peux toujours laisser tomber. Laisser tomber? Ouais, ou faire inventer la mission si tu préfères. Oublie la valise, file-la à Mandarine et Citron en échange de ta vie. Je parie qu'ils seront satisfaits du moment où ils la récupèrent, et si Minegichi prévoyait un gros coup, quelle importance que nous finissions ou non le travail. Nous renoncerons au paiement et présenterons nos excuses. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Je pense simplement que si c'est aussi compliqué que ça en a l'air, se retirer du jeu est peut-être la meilleure solution. Bien sûr, il n'y a pas que la valise. Se pose également la question non négligeable de la mort de Minegichi Junior. Mais Nanao ne sait pas comment en parler à Maria, de crainte de la troubler encore plus. Je n'y crois pas. Tu es en train de me dire que ma sécurité est la priorité numéro 1 et que le boulot passe au second plan? Je parle du pire scénario possible. Tout ce que je dis, c'est que si tu en arrives à avoir l'impression d'être complètement coincé, tu peux te retirer de l'affaire. Le contrat reste la priorité numéro 1, c'est certain, mais parfois l'échec est inévitable. Tu le sais. Ok, j'ai compris. Tu as pigé? Alors d'abord, essaie de faire sortir cette valise du train. Fais de ton mieux. Ensuite, si rien de ce que tu entreprends
ne porte ses fruits, on passe au plan B. Compris, répète Nanao en raccrochant. Faire de mon mieux? Pas question. Je laisse tomber l'affaire. J'ai l'impression que bientôt, les choses, déjà oui, vont se corser, mais surtout les choses vont se rejoindre. Déjà que Mandarine et Coccinelle, Mandarine, Citron et Coccinelle sont reliés maintenant, évidemment le prince et Kimura, c'est depuis le début qu'ils sont reliés. J'ai l'impression que bientôt, là, ils vont tous se rencontrer puis on va faire un Avengers de Bullet Train. Mais bref. Avec la fin de ce chapitre, nous avons atteint le 300 pages, ce qui fait qu'il reste environ 170 pages. Donc on est vraiment beaucoup plus que la moitié. Au moins entre la moitié et 2/3, je dirais. Le prince 5. Derrière eux, la porte s'ouvre et quelqu'un entre dans la voiture. Le prince se reprend et s'adosse à son siège. Un homme remonte l'allée avec une valise, celui aux lunettes noires. Sans ralentir, sans regarder autour de lui, il continue d'avancer à grands pas vers la porte la plus éloignée. Kimura semble l'avoir remarqué lui aussi, mais se contente d'observer en silence. Puis l'homme aux lunettes sort de la voiture 7 et la porte se referme derrière lui, comme pour le tenir à l'écart. « C'est lui, murmure Kimura. « Oui, c'est lui. Je parie qu'il est plutôt satisfait d'avoir retrouvé la valise. Il y a 2 sbires à ses trousses qui ne devraient pas tarder à arriver. Lui, il va simplement continuer à se diriger vers l'avant du train. Les choses commencent enfin à devenir intéressantes. Qu'est-ce que tu vas faire? Voyons voir, répond le prince qui se posait justement la question. Comment pouvons-nous rendre les choses encore plus amusantes? Je te le répète, il est dangereux pour un gosse comme toi de fourrer son nez dans les affaires des adultes. Un téléphone se met à sonner dans le sac à dos du prince. C'est le vôtre, monsieur Kimura, dit-il en sortant le mobile. L'écran indique le nom de l'appelant. Shigeru Kimura. Qui est-ce? Répond le prince en bondissant le portable devant le visage de son prisonnier. Aucune idée. C'est un parent à vous? Votre père, peut-être? Kimura pince les lèvres. La supposition du prince était la bonne. Que veut-il? Je me le demande. Sans doute prendre des nouvelles de Wataru. Le gamin regarde pensivement le téléphone qui continue à vibrer. J'ai une idée. On va jouer à un jeu. Un jeu? J'ai pas de jeu sur mon téléphone. On va voir si votre père a confiance en vous. Mais de quoi tu parles? Vous allez prendre son appel et lui demander de l'aide. Dites-lui que vous êtes pris en otage et que vous avez besoin de lui. Vraiment? Mais ne lui dites rien à propos de votre fils. Papy risque de se ramollir s'il pense que le petit Wataru a un problème. Le prince se souvient de sa propre grand-mère, aujourd'hui décédée. Sa famille n'entretient pas de relation étroite avec ses proches et ses 3 autres grands-parents sont morts lorsqu'il était très jeune, de sorte que la mère de son père était la seule personne âgée de sa famille qu'il côtoyait. Elle était tout aussi ignorante que les autres en ce qui concernait le prince. Il se comportait de manière innocente et jouait les petits garçons bien élevés, prenant l'air joyeux quand elle lui achetait quelque chose. « Tu es un bon garçon », répétait-elle à l'envi, le visage plissé en un sourire, les yeux brillants alors qu'elle voyait son propre avenir se rétrécir en lui. Tu grandis tellement vite. Pendant les vacances d'été de sa dernière année à l'école primaire, il était resté seul à la maison avec sa grand-mère. Il lui avait demandé pourquoi c'était mal de tuer des gens. Il avait déjà posé la question à d'autres adultes, mais il n'avait même pas daigné lui donner de vraies réponses. Ou peut-être plutôt en était-il incapable. Pour cette raison, il n'avait pas de grande attache de la part de la vieille femme. Satoshi, tu ne devrais pas dire des choses pareilles, avait-elle répondu, l'air préoccupé. Tuer une personne est un acte terrible. Toujours la même rengaine, avait-il pensé, à nouveau déçu. Et la guerre? Tout le monde dit que c'est mal de tuer, mais il y a des guerres, non? La guerre est un terrible fléau, mais tuer est illégal. Pourtant, le gouvernement qui édicte des lois contre les meurtriers fait la guerre et applique la peine de mort. Tu trouves pas ça bizarre? Tu comprendras quand tu seras plus grand. Cette dérobade l'avait profondément agacé. Tu as raison, c'est mal de faire souffrir les gens, avait-il conclu. Il prend l'appel, la voix d'un vieil homme se fait entendre sur la ligne. Comment va Wataru? C'est à vous, monsieur Kimura, dit précipitamment le prince, en couvrant le micro. Rappelez-vous, on ne parle pas de votre fils. Enfreignez les règles, le petit Wataru ne se réveillera jamais. Puis il approche le téléphone de l'oreille de Kimura,
qui jette un regard en coin au prince, essayant de deviner ce qu'il doit faire. Wataru va bien, mais papa, j'ai quelque chose à te dire. Tu m'écoutes? Un téléphone, un sourire sardonique s'étire sur le visage du gamin. N'importe qui aurait eu l'idée logique de se renseigner sur le but du jeu avant de se précipiter, mais Kimura se contente de suivre les ordres sans réfléchir. Jouer à un jeu, sans en connaître les règles, et sans en demander les tenants et aboutissants, le prince ressent presque de la peine pour Kimura. Les gens veulent agir de leur plein gré, mais en fin de compte, ils se soumettent au contrôle des autres. Si un train s'arrêtait soudainement dans une gare et qu'on vous demandait de monter dedans, vous seriez bien inspiré de vous renseigner sur sa destination et de peser les risques. Mais un type comme Kimura, lui, se contenterait de grimper à bord. Son ignorance est stupéfiante. Je me trouve dans le Shinkansen en direction de Morioka. Quoi? Non, ça n'a rien à voir avec Wataru. Je te l'ai dit, il va bien. J'ai demandé aux gens de l'hôpital de veiller sur lui. Le père de Kimura semble furieux que le petit garçon soit resté seul. Kimura essaie de le calmer et de lui expliquer sa situation. Écoute-moi, s'il te plaît. Je suis retenu en otage par un individu dangereux. C'est la vérité. Quoi? Évidemment que je ne mens pas. Le prince doit se mordre les lèvres afin de ne pas éclater de rire. Kimura s'y prend tellement mal que son père ne le croira jamais. Pour susciter la confiance d'une personne, vous devez vous montrer déterminé dans votre ton et la teneur de vos propos, afin de donner à l'autre une raison de vous croire. Kimura ne fait pas ce qu'il veut, rejetant sur son père la responsabilité de lui faire confiance ou pas. Le prince incline le téléphone vers lui pour mieux entendre. Tu t'es remis à boire, n'est-ce pas? Non, 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 je te le répète, je suis retenu ici. Par la police? Une supposition logique. Quand quelqu'un déclare être retenu par quelque part, on pense automatiquement que c'est par la police. Non, pas les flics. Alors par qui? Qu'est-ce que tu manigances encore? Demande le père de Kimura, écœuré. Qu'est-ce que je manigance? Qu'est-ce que tu insinues? Tu refuses de m'aider? Tu demandes à l'aide d'un vieil homme, un gestionnaire de stock proche de la retraite, et ta mère avec ses genoux qui a du mal à entrer et sortir de la baignoire. Comment tu veux qu'on te vienne en aide alors que tu es dans le Shinkansen? Dans quel, au fait? Le Tohoku Shinkansen, celui qui arrive à Sendai dans 20 minutes. Et quand je te reproche de ne pas vouloir m'aider, je ne te demande pas de venir jusqu'ici. C'est à propos de ton attitude. Écoute, je ne sais pas ce que tu cherches, mais je ne comprends pas ce que tu aies pu laisser Wataru seul à Tokyo pour sauter dans le Shinkansen. Je suis ton père et je ne te comprendrai donc jamais. Mais je suis retenu prisonnier. Qui voulait t'emprisonner? Mais à quel jeu tu joues à la fin? Bien vu, grand-père, pense le prince. Tout cela n'est qu'un jeu. Comme je l'ai dit et répété, insinue Kimura avec une grimace, admettons que ce soit vrai. Je ne vois pas pourquoi tu serais prisonnier dans un train, mais si c'est vraiment le cas, j'aurais tendance à croire que tu l'as cherché. D'ailleurs, pourquoi ton ravisseur te laisserait-il répondre au téléphone? Le prince constate que Kimura est à bout d'arguments. Avec un sourire triomphant, il porte l'appareil à son oreille. Bonjour, je suis assis sur le siège à côté de M. Kimura. Je suis collégien, dit-il avec une élocution raffinée qui contraste avec sa voix d'adolescent. Collégien? Demande le père de Kimura, confus. Il se trouve que nous étions assis l'un à côté de l'autre. Je pense que M. Kimura voulait simplement s'amuser. Quand vous avez appelé, il a dit « Faisons comme si j'avais des ennuis pour foutre les boules aux vieux. » Le lourd soupir de l'homme âgé traverse la ligne et vient flotter dans l'air. Je vois. Même si c'est mon fils, je n'arrive jamais à comprendre pourquoi il fait ce qu'il fait. Désolé s'il vous dérange pendant votre voyage. Il aime jouer des tours. Il est très gentil. J'espère qu'il n'est pas en train de boire. S'il fait mine de se servir un verre, faites-moi plaisir, essayez de l'en dissuader. D'accord, je ferai de mon mieux, répond le prince sur ce ton qui plaît aux adultes. Après avoir raccroché, il saisit Kimura par le poignet. Dommage, monsieur Kimura, vous avez perdu. Votre père n'a pas cru un mot de ce que vous lui racontiez. Et je ne saurais l'en blâmer, vu de quelle façon maladroite vous vous êtes exprimé, dit-il en prenant une petite pochette dans son sac à dos pour en sortir une aiguille à coudre. Qu'est-ce que tu fais? Vous avez perdu à notre petit jeu. Vous devez subir une sanction. Le jeu n'était pas vraiment équitable. Le prince ajoute sa prise sur l'aiguille et se penche. On contrôle les gens par la douleur et la souffrance. S'il ne peut risquer un nouveau choc électrique dans le train, une aiguille fera parfaitement l'affaire. Si quelqu'un posait des questions, il pourra trouver toutes sortes d'excuses. En fixant les règles et en obligeant les gens à les suivre, il établit la supériorité de son statut.
alors que Kimura est assis là, confus, et lui enfonce l'aiguille sous un ongle. Aïe! Le prince le fait taire comme s'il grondait un enfant. Restez tranquille, monsieur Kimura. Plus vous ferez de bruit, plus vous recevrez de coups d'aiguille. Lâche-moi, putain! Si vous criez une fois de plus, je plante l'aiguille à un endroit qui fait encore plus mal. Endurez la douleur en silence et ça se terminera beaucoup plus vite, dit-il en retirant l'aiguille, en commençant à la faire glisser sous l'ongle suivant. Putain, j'imagine, ça me fait... Ah! Les narines de Kimura se dilatent et ses yeux s'embuent. Il est de toute évidence sur le point de protester. Le prince soupire. La prochaine fois que vous hurlez, c'est le petit Wataru qui se la prendra, souffle-t-il à l'oreille de Kimura. Je passerai cet appel, je ne plaisante pas. Le visage de Kimura rougit de rage. Mais il se souvient que le gamin n'est pas du genre à bluffer, et il pâlit aussitôt en serrant la mâchoire, faisant tout ce qu'il peut pour contenir sa fureur et se protéger de la douleur à venir. Ça y est, il est complètement sous mon contrôle, exulte le prince. L'homme suit ses ordres depuis un certain moment déjà. Quand une personne obéit, c'est comme si elle descendait d'un échelon. Et plus elle se montre résignée, plus implacable est sa chute, jusqu'à ce qu'elle se résigne à faire tout ce qu'on lui dit. Remonter les échelons n'est pas chose facile. Ok, on y va. Il pousse l'aiguille lentement vers l'intérieur, creusant entre l'ongle et la chair, ressentant la même sensation satisfaisante qu'à décoller une croûte. Comme je suis en train de faire ici. Kimura geint à voix basse et le prince trouve qu'il ressemble à un élève d'école primaire qui tenterait de retenir ses larmes et le spectacle est hilarant. Pourquoi les gens sont-ils prêts à souffrir pour quelqu'un d'autre, même s'il s'agit de leur enfant? Il est tellement plus facile de se libérer de sa propre douleur en faisant souffrir les autres. Un choc soudain secoue le prince et l'aveugle momentanément. L'aiguille tombe de sa main sur le sol. Il se redresse. Incapable d'en supporter plus, Kimura a enfoncé son coude dans la tête du prince, dont le visage exprime un mélange de triomphe et d'horreur. La tête du gamin commence à lui tourner, mais il ne perd pas son sang-froid. Au contraire, il sourit avec sympathie. « Oh, ça vous a fait trop mal? » demande-t-il sur un ton moqueur. « Vous avez de la chance que ce soit moi. Mon professeur principal me félicite toujours d'être l'élève le plus patient et le plus calme de la classe. Quelqu'un de plus nerveux se serait précipité sur son téléphone pour envoyer le tueur s'occuper de votre garçon. » Kimura expire brusquement par le nez. Il ne paraissant plus savoir que faire. La porte s'ouvre une fois de plus derrière eux et le prince se retourne pour voir deux hommes passer devant son siège, tout d'un mince avec de longues jambes. Il scrute la voiture de toutes parts. Lorsque celui qui a le regard le plus mauvais remarque le collégien, il l'interpelle. « Hé, voici mon ami Percy, t'ai déjà rencontré quelque part, toi. » Ses cheveux ressemblent à la crinière d'un lion tombé du lit et qui n'aurait pas pris le temps de se coiffer. « Vous cherchez toujours quelque chose? »« C'était quoi déjà? » demande le prince. « Une valise. »« Oui, on est toujours sur ses traces, » dit l'homme en approchant son visage vers celui du prince. Celui-ci, inquiet à l'idée que cet homme puisse remarquer les liens de Kimura, se lève d'un bond pour les distraire. « Je viens de voir un type à lunettes passer avec une valise, » dit-il en essayant de paraître le plus innocent possible. « Tu es sûr de ne pas mentir cette fois? »« Je n'ai pas menti tout à l'heure. »« Allez, viens, on y va, » dit son comparse en se tournant vers lui. « Je me demande ce qui va se passer, » dit Crinière de Lion. « Une épreuve de force, probablement. »« Une épreuve de force? Quelle épreuve de force? » La curiosité du prince prend le dessus et continue à écouter leur conversation, tandis qu'il s'éloigne. Murdoch contre le frelon. Oh, je peux l'appeler James. Tout le monde doit-il porter un nom tiré de Thomas et ses amis? James est connu pour s'être fait piquer le nez par un frelon. Je doute qu'il soit si connu que ça. Perso, je n'ai jamais entendu parler. Le prince n'a pas saisi un mot de leur conversation, ce qui aiguise encore plus son intérêt. Dirigeons-nous vers l'avant, d'accord? Demande-t-il en se retournant vers Kimura, qui lui lance un regard haineux. On dirait que tout le monde va se retrouver là-bas. Et alors, nous allons jeter un coup d'œil. Moi aussi? Vous ne voudriez pas qu'il m'arrive quelque chose, n'est-ce pas? Vous devez me protéger comme votre fils, monsieur Kimura. D'une certaine manière, je suis le seul à pouvoir garder en vie le petit Wataru. Considérez-moi comme son sauveur. Aïe, 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 aïe.
finissons aujourd'hui avec les agrumes neufs. Oui, déjà neufs. Étonnant, n'est-ce pas? Et donc là, c'est à peu près les 10 dernières pages. Les agrumes neufs. Léger retour en arrière avant leur passage devant le prince dans la voiture 7. Alors qu'ils viennent de sortir de la voiture 5, Citron jette un coup d'œil à sa montre. Plus que 30 minutes avant d'arriver à Sendai. Ah, dit Mandarine, tandis qu'il s'arrête sur la passerelle, mais le type à lunettes disait qu'il restait plus de temps. Le signe de la serrure des toilettes pour femmes indique qu'elles sont occupées. Les autres sont ouvertes sans personne à l'intérieur. Quelle est la probabilité qu'il se planque dans les toilettes des filles? Demande Citron, qui paraît s'ennuyer à mourir. Pourquoi je le saurais? Notre ami à lunettes est désespéré. Je doute que ça lui pose problème de se cacher dans les toilettes pour femmes plutôt que dans les toilettes pour hommes. Quoi qu'il en soit, il aura beau se planquer n'importe où on le trouvera. Après leur conversation avec Nanao, Citron a affirmé qu'il n'y avait pas beaucoup d'endroits où on pouvait se réfugier dans un train, même pour leur très talentueux ami. Et on lui fera quoi quand on le trouvera? Il va piquer sur mon flingue, alors c'est toi qui devras lui tirer dessus. Utiliser une arme à feu à bord d'un train ne passera pas inaperçu. Dans ce cas, tu préfères qu'on l'emmène dans les toilettes pour le descendre tranquillement à l'abri des regards? J'aurais dû prendre aussi silencieux. Regrette Mandarine, en imaginant tristement le petit accessoire vissé sur le canon de son arme, l'assurance que personne ne se mêle de leur affaire. Il ne pensait pas en avoir besoin pour ce contrat. Peut-être qu'on peut en trouver un quelque part. Mais oui, peut-être qu'ils en vendent au chariot des rafraîchissements. Sinon, tu peux en demander un au Père Noël. S'il te plaît, Papa Noël, j'ai été très sage. Est-ce que tu pourrais m'apporter un silencieux pour mon pistolet? Dit Citron en joignant les mains. Ça suffit, choisissons une manière de procéder. Bon, nous voulons offrir à Minegichi l'assassin de son fils sur un plateau. Le binoclore? Le problème, c'est que si on liquide, on va devoir déplacer le corps sans se faire repérer. Il serait plus pratique de l'emmener vivant à Minegichi. Si on le tue maintenant, ça ne fera que compliquer les choses. Oui, mais devant Minegichi, il clamera son innocence et dira qu'on l'a piégé. N'importe qui ferait pareil dans cette situation. Il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ils ont donc décidé de fouiller chaque centimètre carré du train. Il suffirait, pensait-il, de vérifier tous les sièges, tous les porte-bagages et aussi tous les lavabos et toilettes pour le retrouver à coup sûr. Si les toilettes étaient occupées, ils attendraient de voir qui en sort. Je m'occupe de celle-ci, déclare Citron, à présent posté près des toilettes occupées. Toi, tu continues à avancer. En fait, non, j'ai une meilleure idée. Si on faisait l'inverse. Et c'est quoi l'inverse? Demande Mandarine en se doutant que ce ne sera pas très efficace, même s'il préfère poser la question quand même au cas où. Je peux aller verrouiller toutes les toilettes. Comme ça, il y aura de moins en moins d'endroits où se cacher jusqu'à ce qu'on le trouve. Quelques minutes auparavant, ils ont planqué le corps de Minegichi Jr. dans les toilettes entre les voitures 3 et 4. Puisque ce n'est pas une bonne idée de l'abandonner sur le siège pour partir à la recherche du type à lunettes. Ils l'ont assis sur le WC, puis Citron a utilisé un fil de cuivre pour verrouiller la porte de l'extérieur. Après avoir enroulé le fil autour du bouton intérieur, il lui a suffi de tirer sur la porte pour la fermer. L'astuce consiste à bien se positionner et à tirer vers le bas au bon moment. Voilà, à proprement parler, un meurtre en chambre close, a annoncé Citron avec fierté, avant de s'emballer. Et il n'y a pas un vieux film où ils utilisent un aimant géant pour une porte verrouillée de l'extérieur. Si, un flic. Pas que c'est le nom du film, un flic, c'est nul. Limite, un flic à Beverly Hills. Mandarine se souvient... Un flic de Beverly Hills, la loi de Murphy, tu vois, hein, il y a des liens. Mandarine se souvient avoir apprécié la scène avec cet aimant en forme de U surdimensionné, grâce auquel on débloquait la chaîne de la serrure. C'est celui avec Steven Seagal? Alain Delon. Ah, c'était pour ça que c'est un titre pas fou. Mais bon. Vraiment, tu es sûr que c'est pas plutôt dans Piège à grande vitesse 2? Ce n'est pas dans Piège à grande vitesse 2. Après quelques instants, la porte des toilettes s'ouvre et une femme mince sort. Son chemisier blanc est de coupe contemporaine, mais son maquillage épais et les rides de son visage trahissent son âge. Mandarine pense à une plante flétrie en la regardant s'éloigner. Au moins, on est sûr que c'est pas Coccinelle. Aucun doute là-dessus. Il pénètre dans la voiture 6 et scrute les passagers un à un.
constatant que Nanao ne figure pas parmi eux. Constatant que Nanao ne figure pas parmi eux, ils poursuivent leur chemin, vérifiant sous les sièges et sur les porte-bagages, même s'ils doutent d'y trouver le binocleur ou la valise. Heureusement, il leur est facile de voir du premier coup d'œil qu'aucun des passagers ne peut être Nanao déguisé. Tous les passagers sont des femmes, des vieux ou des jeunes. Pas sa tranche d'âge. Quand j'étais au téléphone avec Momo tout à l'heure, elle m'a dit que Minegichi était en train de réunir une escouade à la gare de Sendai. Donc on va se pointer et trouver le cas veille méchant, c'est dégueulasse. Avec un préavis si court, j'imagine qu'il ne réunira pas tant de monde que ça, dit Mandarin en sortant de la voiture 6. Tous les bons éléments ont déjà un emploi du temps rempli à bloc. Ouais, mais ceux qui réussiront à engager vont débarquer et se mettre à tirer sans chercher à comprendre le pourquoi du comment. C'est possible, je l'admets, mais j'en doute. Pourquoi? Parce que nous sommes les seuls, toi et moi, à avoir une idée de ce qui est arrivé au fils de Minegichi. Ils ne peuvent pas nous liquider sur le champ sans une explication préalable. Tu dois avoir raison. Nous sommes des trains très utiles. Ah non, attends. Tu penses à quoi? Si c'est moi, je me tuerais ou je te tuerais. Je ne comprends pas qui fait quoi à qui dans cette phrase. On dirait un passage mal écrit dans un mauvais roman. Ben, c'est un passage. Bon, c'est pas mal écrit, mais c'est un passage dans un roman. J'essaie de t'expliquer que les gars de Minegichi n'ont besoin de ramener que l'un de nous deux vivants si le boss veut savoir ce qui est arrivé à son fils. S'il tentait de nous prendre tous les deux, le danger serait accru. Il serait plus simple d'éliminer l'un de nous, un train, à une seule voiture. La sonnerie d'un appel se fait entendre. Mandarin tend la main vers son téléphone, mais c'est celui que lui a donné le travesti qui sonne. Un numéro qu'il ne connaît pas. Bon, Monsieur Mandarin ou Monsieur Citron? Demande la voix de Nanao. Mandarin. Face à un regard interrogateur de Citron, Mandarin trace des cercles autour de ses yeux. Le binoclore. T'es où? Dans le Shinkansen. Comme par hasard, nous aussi. Comment tu t'appelles? On ne va pas conclure un pacte avec toi. Je ne cherche pas à conclure de pacte, j'abandonne. Dans la voix de Nanao, la tension est palpable. Tu abandonnes? Répète Mandarin sans être sûr d'avoir bien entendu. Tu abandonnes? Les yeux de Citron se rétrécissent. Au fait, j'ai trouvé la valise. Où ça? Sur le porte-bagages de la passerelle. Elle est surgie de nulle part. Elle n'y était pas avant. Mandarin trouve ça louche. Pourquoi elle réapparaîtrait de cette façon? Ça doit être une sorte de piège. Je ne peux pas affirmer que ce soit faux. Tout ce que je peux dire, c'est que la valise était là, répond Nanao après un silence. Et le contenu? Aucune idée. Je ne connais pas la combinaison et je ne savais pas ce que contenait la valise au départ, mais je voulais vous la remettre. Pourquoi tu ferais ça? Je ne pense pas pouvoir continuer à vous éviter tant que nous sommes à bord. Alors plutôt que de m'inquiéter de la manière dont vous me tuerez, j'ai imaginé que ce serait plus facile, pour mes nerfs fragiles, d'en finir une bonne fois pour toutes. J'ai remis la valise à l'un des contrôleurs. Bientôt, ils diffuseront une annonce à ce sujet dans toutes les voitures. C'est la vôtre. Allez la récupérer et retournez vous installer à l'arrière du train. Je descendrai à Sendai et vous serez débarrassé de moi. Et moi, je serai débarrassé de ce foutu contrat. Si tu ne le conclus pas, tu vas mettre Maria en rogne et ton clan Negichi encore plus, non? Je préfère ça à être votre cible à tous les deux. Mandarin en baisse le téléphone et se tourne vers Citron. Le gars aux lunettes abandonne. Bien joué, dit Citron avec satisfaction. Il sait à quel point nous sommes sans pitié. Par contre, ça ne résout pas notre problème avec Minegichi Junior, fait remarquer Mandarin en remettant le portable contre son oreille. Dans notre scénario, c'est toi l'assassin. Ce serait plus crédible si vous faites intervenir le vrai tueur. Qu'est-ce que tu entends par le vrai tueur? Vous avez entendu parler du frelon? Citron se penche vers le téléphone. Qu'est-ce qu'il dit, le binoclore? Il demande si on a entendu parler du frelon. Bien sûr que oui, lance Citron en arrachant le téléphone des mains de Mandarine. Quand j'étais petit et que je ramassais des scarabées, j'étais tout le temps poursuivi par des frelons. Des vraies saletés, renchérit-il, tellement excité qu'il en postillonne. Puis il fronce les sourcils en attendant la réponse de Nanao. Comment ça? De comment ça je parle de vrais frelons? Tu parles de faux frelons, toi? Il y a des gens qui fabriquent de faux frelons? Mais Mandarine a fait le rapprochement et fait signe à Citron de lui rendre le téléphone. Tu parles du professionnel qui empoisonne les gens, celui qu'on nomme le frelon. Celui-là même, confirme Nanao. Qu'est-ce que je gagne pour cette bonne réponse? L'identité de ton assassin. Au début, la révélation de Nanao reste obscure. Et Mandarine s'apprête à l'engueuler pour l'avoir fait perdre leur temps, puis il comprend. Bon sang, le frelon est dans ce train.
Ah non, je déteste les frelons, j'ai Citron, en faisant mine de se protéger le visage et en jetant des regards nerveux autour de lui. Je pense que le frelon a empoisonné le fils de Minegichi, poursuit Nanao. Cela expliquerait pourquoi le mec n'a pas de blessure apparente. Mandarine lui apporte ce qu'il sait au sujet du frelon. On raconte qu'il utilise des aiguilles pour déclencher l'anaphylaxie. La première piqûre ne tue pas immédiatement et déclenche le système immunitaire de la victime, mais la seconde provoque une violente réaction allergique et la mort. Donc c'est la seconde piqûre qui est mortelle. Peut-être. Où il est. Je n'en sais rien. J'ignore à quoi ressemble le frelon. Mais je pense que c'est une femme. Et nous avons une photo d'elle. Comment ça nous avons une photo d'elle? Ne sachant pas ce que Nanao veut dire, Mandarine commence à s'énerver. Viens-en au fait, putain! À l'arrière de la voiture 6, côté Tokyo, vous verrez un homme d'âge mûr assis près de la fenêtre. Il y a une photo dans la poche de sa veste. Et cette photo est celle du frelon, hein? C'est qui ce type? Mandarine se tourne vers la voiture 6. Il se souvient vaguement avoir aperçu un homme d'âge mûr endormi. Un homme d'âge moyen endormi. Il fait partie du milieu, vrai escroc. Il a voulu faire croire que la photo était celle de sa cible. Alors j'ai réfléchi et je me suis dit qu'elle devait se trouver à bord de ce train. Qu'est-ce qui te fait penser que c'est elle, le frelon? Je ne détiens aucune preuve à proprement parler. C'est juste que l'homme avait la photo. L'homme qui avait la photo était l'un des sous-fifres de Terrara. Il se vantait souvent d'être très apprécié du patron. Et Terrara. Et Terrara a été éliminé par le frelon. Exact. Et le type de la 6 m'a dit qu'il était monté dans le Shinkansen pour une vendetta. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment, mais il parlait probablement de le venger. Tu vas de spéculation en spéculation. Et il a aussi mentionné quelque chose à propos d'Akechi Mitsude. Je parie qu'il sous-entendait que la manière dont le frelon a liquidé Terrahara rappelait celle d'Akechi tuant Nobunaga. Tu ne m'as pas entièrement convaincu, mais on va aller chercher la photo du type. Merde, j'ai manqué la page. Il a aussi mentionné quelque chose à propos d'Akechi Mitsude. Je parie qu'il sous-entendait que la manière dont le frelon a liquidé Terrahara rappelait celle d'Akechi tuant Nobunaga. Il ne m'a pas entièrement convaincu, mais on va aller chercher la photo. Mais on va obtenir la photo du type et le secouer un peu pour voir ce qu'il a à dire. Vous n'obtiendrez pas grand-chose de lui, dit hâtivement Nanao, mais Mandarine le coupe. Attends un peu, je jette un coup d'œil à la photo et je te rappelle. Il raccroche. Citron s'approche et lui demande ce qui se passe. On dirait que j'avais raison. Raison à propos de quoi? J'avais deviné que Minegichi Junior était décédé d'une réaction allergique, tu te souviens? Apparemment, je n'avais peut-être pas tort. Ils entrent dans la voiture 6 et avancent dans le couloir. Plusieurs passagers les observent, se demandant ce que fabriquent ces deux hommes, filiformes, avec leur va-et-vient. Mais les malfrats ignorent les regards qui pèsent sur eux et se dirigent immédiatement vers l'arrière de la voiture. Un homme d'âge moyen est appuyé contre la fenêtre du siège biplace. Sa casquette plate est rabattue sur son front. Qu'est-ce qui lui arrive à Dormeur? Demande Citron en fronçant les sourcils. Ce n'est pas notre type à lunettes. Il dort comme un mort. Merde, attends. Qu'est-ce qui lui arrive à Dormeur? Demande Citron en fronçant les sourcils. Ce n'est pas notre type à lunettes. Il dort comme un mort. Dès que Mandarine prononce ces mots, il se rend compte que l'homme est vraiment mort. Il s'assied à côté du cadavre et tripote la veste de survêtement sale, quoique pas crasseuse. Mandarine l'ouvre, non sans dégoût, pour pouvoir y passer la main et trouve bien évidemment la photo dans la poche intérieure. Il la sort pour la regarder, mais la tête glisse contre la fenêtre et bascule vers l'avant. Nuque brisée. Mandarine réarrange la tête contre la vitre. Tu lui fais les poches comme ça? Et regarde, il ne réagit pas. Parce qu'il est mort, dit Mandarine en désignant la tête. Ça doit être dangereux de trop remuer dans son sommeil. Mandarine sort sur la passerelle, affiche l'historique de son téléphone et rappelle le dernier numéro. Salut, dit Nanao. J'ai la photo. Citron émerge à son tour de la voiture. C'est quoi le problème avec ce type? Les coups cassés sont à la mode cette saison?
C'est le genre de choses qui arrivent, dit gravement Nanao, sans fournir d'explication. Mandarine ne prend pas la peine de lui demander s'il en est le responsable. Il baisse la tête sur la photo. Alors, c'est elle le frelon? Eh bien, je vois pas la photo, mais je suis prêt à parier que oui. En tout cas, si vous apercevez quelqu'un à bord qui lui ressemble, faites gaffe. Mandarine n'avait jamais vu cette femme. Citron se penche à son tour pour y jeter un coup d'œil, tout en demandant, avec enthousiasme, « Comment venir à bout du frelon? Avec un spray insecticide? » Dans la promenade au fort, il tue une abeille avec une cuillère. Comment ils s'y prennent? Aucune idée. Je me pose la question chaque fois que je lis ce passage. Puis Mandarine entend Nanao émettre un son indistinct. Qu'est-ce que tu as dit? Pas de réponse. Mandarine repose la question. Désolé, rétorque Nanao après un moment. J'étais en train d'acheter du thé. Le chariot des rafraîchissements vient de passer. Je mourrais de soif. C'est plutôt chill pour quelqu'un qui a de sérieux problèmes. Dans ce genre de situation épineuse, il faut toujours absorber des nutriments et penser à s'hydrater, dès qu'on en a l'occasion. Pareil pour les besoins naturels. Eh bien, dit Mandarine, je ne prétends pas te croire sur parole, mais je vais garder un œil sur elle. Ça va prendre un moment pour contrôler chaque passager, mais ce n'est pas chose impossible. Avec un sursaut, il se dit qu'il s'agit peut-être d'une nouvelle stratégie de Nanao pour gagner du temps avant l'arrivée du train à Sendai. « Hé, c'est elle! » s'exclame Citron en pointant le doigt vers le visage de la photo. « Qui, elle? » Citron semble surpris que Mandarine ne la reconnaisse pas. « Mais la fille des rafraîchissements! Celle qui pousse le chariot du bout du train! Merde. Je recommence, désolé. « Hé, c'est elle! » s'exclame Citron en pointant le doigt vers le visage de la photo. « Qui, elle? » Citron semble surpris que Mandarine ne la reconnaisse pas. « Mais la fille des rafraîchissements! Celle qui pousse le chariot d'un bout à l'autre du train depuis le début du voyage. » C'est un beau prank, ça. Finalement, un petit peu plus court que hier, mais pas beaucoup. Mais sachez que les vidéos en haut d'une heure et demie, ça va être la dernière. Mais peu importe. Merci d'avoir écouté cette vidéo, évidemment. Et à la semaine prochaine pour la suite, qui va sûrement être tout aussi intrigante.